Ça fait longtemps qu'on pensait à faire un sujet sur les cités, comment faire battre le cœur de la France dans les cités, et on a voulu faire un sujet assez pragmatique et concret en cherchant des associations et des personnalités qui ont un ancrage local dans les cités ou les quartiers populaires assez fortement présents, avec Albéric de Serran, qui a été le premier directeur du cours Alexandre Dumas, l'école pilote d'Espérance banlieue. Je laisserai Benoît présenter en détail. Et puis l'association Le Rocher Oasis des Cités, avec son fondateur Cyril Tisserand, qui est une association qui a pour vocation de rayonner au sein des quartiers populaires et des cités, et il vous expliquera en détail ce qu'ils font et comment ils le font, et surtout pourquoi ils le font. Donc ce soir, c'est une double grande soirée pour nous. La première, c'est parce que on est très content de faire des sujets concrets et on espère pouvoir vous donner un peu de matière et de vous voir ressortir plein d'espérance. La deuxième, parce que c'est le match PSG-Real et que dans le bureau, il y a très peu de footeux sauf moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée élue pour le PSG qui probablement va perdre. Voilà. D'habitude, on annonce à nos conférences les conférences suivantes. On ne le fera pas ce soir parce que les dates ne sont pas complètement calées. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on prépare un événement assez important pour le mois de mai. Voilà. Et des conférenciers et des invités à nos prochaines conférences qui seront, on espère, si tout se finalise correctement, assez prestigieux d'ici la fin de l'année. Albéric de Serran et Cyril Tisserand. Je suis heureux, alors Cyril Tisserand, mettez-vous à ma droite, et Albéric de Serran, mettez-vous à ma gauche. Bien. Voilà, donc je suis très heureux, évidemment, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir, et nous sommes, évidemment, nous vous remercions d'avoir répondu présent dans l'organisation de cette conférence. Donc voilà, moi je suis très content et très fier d'avoir pu vous réunir ce soir, parce que c'était pas évident. Vous avez tous les deux des agendas chargés, alors vous avez tous les deux en commun d'avoir des grandes familles. Je vais commencer par vous présenter Cyril Tisserand. Après avoir vécu jeune près du quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, vous avez été, à cette époque déjà, confronté à la violence et au communautarisme qui pouvait y régner. C'est un constat que vous avez déjà fait jeune, qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Et lors des Journées mondiales de la jeunesse dans les années 2000, vous avez eu cette idée de fonder une association qui pourrait, je dirais, par l'éducation populaire, essayer d'apporter une espèce des valeurs qui permettraient de mieux vivre ensemble, évidemment inspiré du bien commun. Et vous avez commencé à Bondy, et puis au fil des années, Le Rocher a ouvert, à SME, a ouvert des antennes locales, donc dans plusieurs villes de France. Moi, j'ai la fierté d'avoir un de mes beaux-frères qui dirige une de ces antennes à Toulon, à la Beaucaire. Voilà, donc vous avez construit tout cela avec votre première épouse, Anne-Sophie, qui est décédée brutalement en 2011 d'un cancer foudroyant. Et vous avez eu, avec votre seconde épouse, qui était veuve également, 2 autres enfants, laquelle avait déjà 3 enfants. Donc vous êtes aujourd'hui à la tête d'une famille de 9 enfants, et rien que pour ça, déjà, nous sommes très, très ébahis par votre parcours. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes plus récemment maintenant chef d'entreprise, vous avez quitté Le Rocher, mais vous pouvez en parler très bien puisque vous en êtes le fondateur et vous l'avez dirigé pendant plus de 10 ans. Vous êtes à la tête d'une entreprise prospère, on en parlait juste avant, voilà, vous êtes maintenant dans l'immobilier, et vous avez récemment publié un livre, Bâtisseur d'espérance, en 2016, dont on a aussi beaucoup parlé. Voilà, donc sachez dès à présent que votre foi, votre énergie font notre admiration, et une fois de plus, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Albéric de Serran, alors vous êtes aussi un père de famille nombreuse puisque vous avez 5 enfants, donc c'est déjà aussi un bel exploit aujourd'hui, et je tiens à le souligner. Pour ma femme. Voilà, pour votre femme. Alors, au départ, dans votre vie d'homme, vous aviez plutôt la volonté de devenir prêtre. Vous avez d'ailleurs passé quelques années au séminaire, et finalement, vous avez été appelé à un autre sacerdoce. C'est ça, j'ai mal tourné. Voilà, vous avez mal tourné, celui de l'enseignement. Alors nous sommes connus il y a bien longtemps puisque vous étiez déjà en responsabilité éducative dans un internat où nous étions. Oui, mon petit gamin. Voilà. Alors à l'époque vous aviez déjà plus de cheveux et vous aviez déjà le même problème d'oreille. Ça n'a pas changé. Je tenais à le souligner.
Albéric, mais je suis ravi de voir que vous n'avez pas changé. Mais comme vous m'avez fait une amabilité tout à l'heure en me disant que je vous trouviez un petit peu épais, je me suis dit que j'allais plonger dans la présentation de cette conférence. Voilà. Donc, nous nous sommes connus à Orvaux, voilà, où déjà à l'époque vous aviez déjà beaucoup de bonnes idées, car vous aviez créé une radio. Qui s'appelait Studio NDO. Voilà, Studio NDO. Nous avions reçu du beau monde, déjà Roselyne Bachelot à l'époque. Oui, mais il n'y avait pas qu'elle, heureusement. Voilà, Christine Boutin, le général Morillon, Jacques Frémont-Villard. Enfin, on avait déjà fait. On avait une belle brochette. On avait eu une belle brochette. On avait même eu Jean Sévilla, ce qui n'était pas évident de l'avoir. Non, c'était très dur. Et puis voilà, donc tout ça était très bien. Et en fait, 10 ans après, c'était un peu moins de 10 ans après, je vous ai retrouvé. Nous nous baladions avec ma femme dans le parc du château de Versailles, et il était écrit partout en plein hiver qu'il fallait surtout pas jouer sur la glace du Grand Canal. Et j'ai aperçu quelqu'un qui courait tout seul au milieu et qui se laissait glisser sur la glace. Et je me suis dit, celui-là est un fou. Et en m'approchant, j'ai découvert que c'était vous. Et donc vous étiez seul, un mois de janvier, à jouer sur la glace du Grand Canal. Et j'ai constaté que vous n'aviez pas changé. Bon, pour finir, vous vous êtes évidemment maintenant fait connaître par l'œuvre que vous avez fondée avec d'autres, Espérance Banlieue, une école qui a été vraiment l'école pilote de cette association, le cours Alexandre Dumas, et vous aussi, donc vous avez beaucoup œuvré dans les quartiers difficiles, et c'est pour ça que vous allez confronter votre expérience dans l'enseignement, dans l'instruction aussi, avec celle peut-être de l'éducation populaire. Vous allez les confronter avec Cyril Tisserand, et je pense que tout ceci va être passionnant. En tout cas, merci de votre présence, Albéric, ce soir. Merci. Alors, pour commencer, je vais me tourner vers vous, Cyril, en premier, parce que je voudrais quand même que vous nous racontiez un peu vos parcours respectifs. Alors, évidemment, faites-le de façon un peu synthétique, mais j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui vous a conduit à l'un comme l'autre à aller sur ce type d'engagement. Donc voilà. Qu'est-ce qui, Cyril, vous a conduit à fonder l'association Le Rocher? Voilà, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est intéressant peut-être que vous rentriez un petit peu plus dans le détail. D'accord. Alors, pour moi, tout a commencé effectivement sur la question de la banlieue à Mantes-la-Jolie, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, Mantes-la-Jolie, où effectivement, jeune adolescent, j'étais un petit peu choqué, un petit peu étonné par ce qui se passait, par ce que je voyais en tant que jeune. Je voyais effectivement d'autres jeunes qui n'aimaient pas la France, et ça me posait de vraies questions, des questions d'enfant. Puis en grandissant, je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi on peut vivre en France et ne pas aimer la France? Parce que moi, j'aimais la France. Il y a des défauts, bien sûr, historiques, présents, voilà. Mais tout de même, ça me questionnait. Et je voyais que ça créait vraiment des tensions. Donc il y avait effectivement du racisme contre les gens des banlieues, mais aussi du racisme contre les Français. Et ça se voyait de façon assez concrète dans les banlieues, assez concrète sur Mantes-la-Jolie. Donc il y avait des faits divers, des bagarres, la haine, aussi beaucoup de discours, des gens qui exprimaient leur haine d'un côté comme de l'autre. Et alors moi j'étais très sportif, donc c'est vraiment l'activité que j'aimais, et je faisais de la boxe et du karaté, et donc j'allais régulièrement au Val-Fouré, puisque c'était là qu'il y avait ces clubs-là. Et je me retrouvais donc très régulièrement dans ces clubs, comme étant souvent le seul Français d'origine européenne, et j'avais tous mes camarades qui étaient issus, qui vivaient dans le Val-Fouré, etc., et avec qui j'avais vraiment des bonnes amitiés. Donc je me disais, il y a quand même un problème, parce que finalement, quand on va à la rencontre, quand on va au contact, tout semble évident, on peut avoir de vraies amitiés, et puis quand on est dans d'autres sphères, d'autres groupes, comme l'école, etc., on voit effectivement qu'il y a des divisions. Voilà. Il y a l'école des cités, il y a l'école des centres-villes, et là, il y a des discours de gens qui ne se connaissent pas et qui parfois s'opposent. Et alors, j'avais la chance de faire du scoutisme, donc Dieu est entré dans ma vie à peu près à l'âge de 8 ans, avec la conversion de mon père. Moi, j'étais l'aîné, j'ai très bien vécu cette conversion un peu forcée, du jour au lendemain. Bon, maintenant, on va aller à la messe. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Je me suis retrouvé au scoutisme grâce à ça. Et le scoutisme m'a donc beaucoup appris sur l'ouverture, sur le sens du service, sur le sens de l'homme. Et voilà, je me posais cette question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les banlieues? Alors, on avait créé un clan de routiers, qui était un clan qui ressemblait bien à Mantes-la-Jolie, avec un petit peu tous les visages de Mantes-la-Jolie. Et un prêtre, qui était le curé du Val-Fouré, nous a demandé d'accompagner
les jeunes du Val-Fouré qui partaient au JMJ en 97. C'est un petit peu plus ancien, je suis un petit peu plus vieux. Donc c'était les JMJ de Paris en 97. Et donc on accompagnait une cinquantaine de jeunes du Val-Fouré, issus de toutes les origines. Et alors vous savez déjà, pour ceux qui ont vécu les JMJ, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans les JMJ, c'est que c'est déjà le monde entier qui se rencontre. C'est ça les JMJ. Les jeunes du monde entier qui se rencontrent, et on voit déjà que c'est possible. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans les JMJ, c'est incroyable. Il suffit d'être dans le métro, on voit les jeunes qui chantent dans toutes les langues, qui se rencontrent. Et c'est déjà ça. Notre église, notre famille est multiple. Et apparemment, on arrive à s'entendre. Et moi, j'étais avec mes jeunes du Val-Fouré, puis on vivait les JMJ, et vraiment, je priais intérieurement, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour les banlieues? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les banlieues? Je voyais bien cette France qui se divise, qui est encore divisée aujourd'hui. Et à la fin des JMJ, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, je vois Saint Jean-Paul II sur l'écran qui dit « Vous les jeunes, allez bâtir la civilisation de l'amour. Vous les jeunes, allez bâtir la civilisation de l'amour. » Eh bien, si vous voulez, c'est cette phrase qui a fondé le rocher. C'est-à-dire que quand Jean-Paul II a dit ça, j'étais là au milieu de ces 50 jeunes qui avaient le même âge que moi, hein, et je me suis dit, mais c'est ça en fait. Quelle mission extraordinaire, quelle mission idéale, peut-être la mission idéale de bâtir la civilisation de l'amour. Et en fait, j'ai compris quelque chose à ce moment-là, je finis là-dessus. J'ai compris qu'en fait, vous voyez, cette France, fille aînée de l'Église, éducatrice des peuples, n'oublions pas cette partie de la phrase, eh bien, oui, elle avait ce monde entier présent dans ses murs. Alors on pourrait faire des grandes théories sur est-ce que c'était pas des erreurs historiques, est-ce que politiquement ceci, cela, bon, moi c'est pas mon niveau. Par contre, à mon niveau, je comprenais d'un seul coup que, eh bien, peut-être que ces populations allaient vivre avec nous, on va parler d'éducation, d'enseignement, grandir, et peut-être que les pionniers de la civilisation de l'amour de beaucoup d'autres pays que la France, eh bien, sont chez nous aujourd'hui. Et c'était ça mon espérance. Je me suis dit, oui, à partir de nos banlieues, on va pouvoir bâtir la civilisation de l'amour. Ça part de la France, et ça jaillit. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec Internet, les voyages low cost, etc., les choses vont beaucoup plus vite dans la transmission. Et le rocher est né de ça. Aller bâtir la civilisation de l'amour à partir des cités. Merci Cyril. Merci beaucoup pour cette très bonne introduction. Albéric, en fait, je me tourne vers vous. Je n'ai pas rappelé qu'avant d'arriver chez Espérance Banlieue, vous avez été aussi à la Fondation d'Auteuil. Donc voilà, dans votre parcours dans l'enseignement, vous êtes progressivement rapproché de populations en difficulté, d'origine pas forcément immigrée d'ailleurs au départ. Voilà, donc qu'est-ce qui vous a conduit à arriver sur ce type d'engagement? Lorsque j'ai vu cette question, je me suis dit, c'est vrai que je ne me suis jamais posé réellement la question comment je suis arrivé là. Je sais que ma famille a été vraiment morte de rire de savoir un jour que j'étais directeur d'école, parce que j'étais absolument odieux, insupportable à l'école et que je ne faisais pas une ramée. J'avais même fait un exploit, j'avais réussi à redoubler la 6e et la 5e. C'est quand même été une grande surprise. Et il y a encore, c'est nul des prophètes dans son pays, et donc il y a encore dans des mariages, les vieilles tantes, qui sont encore vivantes, et qui me disent « Oh, vraiment, Mary, tu nous étonnes, vraiment. » Voilà, donc ils ne s'en remettent pas. Moi-même, d'ailleurs, je ne m'en remets pas. Et je trouve ça très amusant. Je pense que humour et amour vont de pair. D'ailleurs, ça sonne pareil. Et l'être qui est la personne qui a le plus d'humour sur cette terre, c'est Dieu. Et c'est au séminaire de Paray-le-Monial, lorsque la première étape autour de l'éducation et de cette vocation et de cette mission dans l'éducation et de la formation va naître. Je suis en 3e année, et là j'ai Renan Le Gouvello qui est maintenant sur Cahors, et j'ai Olivier de Germay qui est évêque en Corse. Nous étions 3 séminaristes et nous étions sortis d'un cours du père Évin, jésuite par excellence, et qui nous avait fait toute une majestueuse démonstration de la conversion métaphysique par l'anthropologie. Et alors, donc, bien entendu, comme tous séminaristes qui se respectent, nous partions dans des grandes discussions. Et soudain, Renan me dit c'est fabuleux la conversion métaphysique, c'est-à-dire que saint Thomas d'Aquin parle de 2 conversions. La conversion du cœur,
où on regarde Dieu et on est touché par l'amour de Dieu, et la conversion de la caboche, de l'esprit, de l'entendement, où on perçoit que tout ce qui existe nous est offert et que nous sommes là non pas pour le maîtriser, mais pour le recevoir et en prendre soin. Le recevoir comme un héritage. Et c'est vrai que c'est fabuleux, parce que du coup, dès qu'on voit un être humain, on est déjà émerveillé, un caillou, n'importe quoi, on est émerveillé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle s'est produite bien après le séminaire. C'est que je me suis rendu compte qu'un jeune ne pouvait pas aller vers sa liberté s'il n'est pas formé. La formation est la clé de la liberté d'un être humain. Et un être humain n'est pas libre s'il n'est pas formé, s'il ne connaît pas. Il est manipulable. Et s'il est manipulable, il devient un tyran. Il devient un tyran pour lui-même et il contribue à la tyrannie dans une société. Donc, j'étais impressionné, et là, à l'époque, j'étais à Notre-Dame d'Orvaux, etc., je lisais pas mal de choses, et je constatais, même dans des milieux un peu préservés comme Notre-Dame d'Orvaux, que nos jeunes, à part le beau blason doré, parfois même la particule, il n'y a rien derrière. Et qu'il faut tout structurer. Et c'est là où est parti le challenge du studio, où je me suis dit, je vais faire rencontrer à tous ces jeunes, par leur curiosité, il va falloir qu'ils se préparent à rencontrer des gens exceptionnels. Et ils vont donc être touchés par ces gens exceptionnels. Et j'ai vu le miracle du témoignage et surtout de la transmission. J'ai vu des personnes qui, dans des contextes qui n'étaient pas reluisants, pleins d'étincelles, révélaient une profondeur et une qualité d'âme et le donnaient à ses élèves. C'est très amusant de voir certaines stars débarquer dans ma petite visa, arriver sur le parking de Notre-Dame d'Orvaux, où il y a un champ de vaches pile en face, et leur dire, voilà, c'est ici, je vais maintenant faire l'émission de radio avec vous. Ils disent, c'est un petit peu un traquenard, et à la fin, ils me disent, c'était merveilleux comme expérience. J'ai été enfin dans la vérité, dans l'authenticité, pendant cette rencontre avec les jeunes. Voilà. Troisième étape qui m'a amené, c'est que pour des raisons tout simplement d'organisation et de bon sens, il y a un moment donné, on ne peut pas avoir 5-6 employeurs. Hein. Donc il y a un moment donné, on s'oriente vers un seul endroit où on est employé, ce qui était mon cas donc vers 40 ans. Je me suis dit, il faut quand même que je me centralise sur un seul endroit. Et la proposition de la Fondation d'Auteuil s'est présentée à moi. Et alors là est née l'aventure. Je devais être chargé d'enseigner en tant qu'animateur pastoral à l'époque, à la Fondation d'Auteuil. Je devais enseigner donc la foi, bien sûr, mais il y avait aussi ce qu'on appelle la matière EHS, donc éducation humaine et civique, et sociale. Bon. Et alors donc j'arrive dans la salle, j'avais donc des 3DP6, des gars qui faisaient 1m80, des blacks bien carrés et tout, bon, qui me regardent, et je rentre, je fais bonjour et tout, j'essaie d'être cool, quoi. Bon. Donc ça, comme j'essayais d'être cool, ça ne marchait pas, visiblement, ça passait pas. Et puis je dis, bon écoutez, voilà, donc nous allons commencer, puis je commence mon cours, comme je l'avais fait devant des étudiants de l'ESEO à Angers, etc. Donc, je me dis, je ne vais pas me faire démonter par un petit groupe de 10. Et tout d'un coup, je vois une ombre arriver vers moi, et c'était une chaise. Donc je suis incliné, j'ai vu la chaise passer, et j'ai dit, ah. Et alors à ce moment-là, je dis, bon, dans ces cas-là, j'arrête tout de suite. Ça faisait seulement 3 minutes que j'avais commencé. Oh, t'es un bouffon, tu t'y crois bien là, t'occupes de nous et tout, tu fais ta gloire, et puis tu vois, tu reçois une chaise dans la gueule, et puis tu fais rien. Alors moi je tombais, vous comprenez, de Notre-Dame d'Orvaux. On m'avait prévenu que c'était des ados, que ça allait, etc. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Et alors, j'ai dit non, écoutez, je vous mets en perme, là c'est parti, hein, vous allez rester un bon mois, et moi je vais cogiter. Je ne vous abandonne pas, mais laissez-moi m'adapter. Et là, j'ai eu comme la parole du cardinal Poupard, vous savez, qui disait, vous savez, la chose la plus importante, c'est la capacité de s'adapter. Voilà. C'est une attitude chrétienne. Et c'était vrai, la capacité de s'adapter. Donc, essayer de les rejoindre à l'endroit où ils sont. Et là, le déclic a été formidable. Je me suis dit, je veux
leur transmettre comme premier cours l'anthropologie, la connaissance de la personne humaine, c'est-à-dire l'unité entre le cœur, l'esprit, le corps. Je vais donc au pied de la Tour Eiffel avec mes groupes. Il m'appelait Mickey, mais il me vous voyait. Donc et je le retrouve donc. Et je dis au gars, écoutez, voilà, j'ai Ousdam qui vous attend au deuxième étage, c'est un éducateur. Et je dis, top chrono, vous montez dans les escaliers le plus vite possible. Les mecs, ils crient, pardon madame, ils passent, ils montent, deuxième étage. Ils arrivent, ils sont morts. Ça, c'était par rapport à la chaise, mes petites vengeances. Et j'arrive donc tranquillement, moi en montant tranquillement les deux étages, et je dis, vous voyez, ça, c'est le corps. Voyez-vous ? Alors maintenant, nous allons aller vers l'esprit. Alors nous sommes allés découvrir ce que faisait M. Eiffel et comment il avait eu l'ingéniosité de construire la tour. Et à la fin, je dis, maintenant, on va monter. Par l'ascenseur. Nous allons nous laisser porter. Vous me voyez arriver. Donc ça, c'est l'intériorité, c'est le cœur, c'est l'esprit. Et donc, ils sont montés tout en haut. Et là, j'ai dit, vous fermez votre bouche. Je ne l'ai pas dit comme ça. Hein. Vous fermez votre bouche et vous regardez. Et vous restez en silence. Et là, vous allez être dans l'harmonie avec votre intériorité. Il va se passer quelque chose. Ils sont tous descendus. Et il y en a un, le plus virulent dans la classe, qui, dans le bus, dans le métro, me dit « Mickey, c'était ouf ton truc. » Je me suis dit « Ça y est, c'est bon, je connais ma mission. C'est une joie de former la personne humaine dans la connaissance de sa dignité et de sa beauté. » Et c'est ce qui est véritablement l'objectif. Et cet objectif, on peut l'atteindre si tout est posé sur le rocher solide, le Christ. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis où je suis. Avec beaucoup d'humour, le Seigneur m'a finalement amené là où je m'y attendais le moins. Merci beaucoup, Angélique. Vous me dites si vous préférez que je vous appelle Mickey, mais c'est un peu gênant. Non. Alors, Cyril, voilà, donc après cette présentation, maintenant, on aimerait bien comprendre précisément comment vous avez articulé cette fondation du Rocher, quels sont les grands principes, comment vous fonctionnez. Alors, je le reprécise, vous n'êtes plus aujourd'hui au Rocher, mais c'est vous qui l'avez vraiment établi, construit. Voilà, donc si vous pouvez nous le présenter rapidement, parce que je suis certain que dans cette salle, peut-être que certains pourraient être appelés à un jour rejoindre cette belle association. Avec plaisir. Alors, vous l'avez compris, l'objet, la mission du Rocher, c'est de bâtir la civilisation de l'amour. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux piliers. Le premier pilier, c'est qu'on va aller habiter dans ces quartiers, dans ces cités. Donc des permanents, salariés, il y en a quelques-uns, des volontaires, donc ce sont des personnes qui vont donner, jeunes ou retraités d'ailleurs, qui vont donner 1 an, 2 ans, 3 ans de leur vie, dans un service civique ou tout simplement avec un volontariat. Et puis donc ils vont s'installer dans des appartements HLM de la cité. Et la première idée, c'est de rejoindre l'autre, de s'adapter, de rejoindre l'autre, et puis de vivre avec. Vivre avec ses voisins, vivre avec les gens qui sont dans la rue, enfin les croiser, voilà, être voisin, vivre avec ces personnes-là. C'est déjà la première idée. On ne vient pas que de l'extérieur, il y a aussi des bénévoles qui viennent de l'extérieur, c'est très précieux. Mais il y a aussi toute une équipe qui habite avec les autres, avec les gens de la cité. On en fait partie, c'est chez nous. Fleuris là où Dieu t'a planté. Et puis ensuite, on va travailler. On va œuvrer. Et donc le travail, il va s'articuler autour de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation populaire notamment. Donc ça va être par exemple de l'aide à la parentalité, aider les familles. Ça va être aller voir les enfants qui sont dans la rue, de fait, comme ça, ils jouent tout seuls, entre enfants. Et puis cadrer, structurer, mettre en place une animation de rue avec des adultes qui vont être des repères, qui vont mettre des règles, des choses simples qu'on fait avec nos enfants. Et puis petit à petit, les mener vers des activités plus structurantes, plus socialisantes, comme un atelier où il faut s'inscrire, comme l'aide aux devoirs, après la classe, pour les aider aussi à grandir scolairement, et puis faire des camps, avoir un centre de loisirs, vous voyez. Donc on va être autour de l'idée de vraiment l'idée de l'éducation, de les aider à grandir pour qu'ils soient libres de la vie. Voilà. Donc
Donc c'est ça, nos activités principales. Après, il y a des tas de petites choses en fonction des talents de chacun. Accompagner quelqu'un qui recherche un emploi, vous voyez, il y a des tas de... Mais c'est toujours autour de l'éducation et de l'enseignement. Accompagnement des familles, familles monoparentales aussi, beaucoup dans les cités, c'est très dur, très difficile. Beaucoup de personnes seules qui éduquent leurs enfants. Alors, il y a aussi des bénévoles. Ça, je le précise, parce que peut-être parmi vous, il y aura des bénévoles. C'est très important. Donc, de créer des ponts. On en parlera tout à l'heure, mais que des personnes de l'extérieur des cités qui n'y habitent pas y viennent. Ça, c'est vraiment primordial de briser ces frontières et de se rencontrer. Une des grandes phrases du Rocher, c'est aller à la rencontre et bâtir l'espérance. Donc, il faut y croire. Aller à la rencontre de l'autre. Là, ce soir, on fait une conférence, on en discute. Il ne faut pas s'arrêter, évidemment, dans nos vies aux discussions. Il faut passer à l'action. Génération engagée. J'ai vu ça sur le... Merci beaucoup Cyril. Évidemment, on rentrera un peu plus dans le détail après, mais voilà. Est-ce que vous pouvez aussi, Albéric, nous présenter dans les grandes lignes les écoles Espérance Banlieue, là aussi, quelle était vraiment votre pédagogie particulière au sein de cette institution? Pour présenter les écoles Espérance Banlieue, il faut expliquer cette naissance. Le cours Alexandre Dumas et la Fondation Espérance Banlieue ont été créés à 1 mois d'intervalle. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, permet au cours Alexandre Dumas de s'installer. Une association pour protéger cette école est mise en place, selon la loi de 1901. Et cette association est immédiatement liée et totalement sous la protection de la Fondation Espérance Banlieue, présidée par Éric Mestralet, et dirigée par Vincent Lafontaine, un général à la retraite, nantais, breton, d'une grande qualité. Et il va se passer quelque chose de... Il faut comprendre que Espérance Banlieue est née du détachement des personnes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus frappé au départ, c'est de voir chez Éric Mestralet, qui a une forte personnalité, qui a son caractère, comme tout bon fondateur et créateur d'une fondation. C'est un homme qui, dès le départ, a dit « Ce que je préside, je ne peux pas, sur le terrain, assurer. Donc je donne toute ma confiance à ceux qui seront sur le terrain. » Il est, dès le départ, mort humblement à cette mission de ne pas maîtriser tout et de reposer tout sur la confiance. Et je peux vous témoigner que Éric est toujours dans cette démarche, ainsi que toute l'équipe qui l'entoure. Mais c'est comme un effet de domino, c'est-à-dire que tous les membres des différentes écoles, il y en a 12 maintenant, en espace de même pas 6 ans, nous sommes à la 6e année du cours Alexandre Dumas, nous avons 12 écoles sur la France. Donc c'est assez impressionnant. Je pense que la clé, c'est l'humilité et le détachement de cette fondation. Souvent, on me dit, Albéric, vous êtes le créateur du cours Alexandre Dumas, donc de la Fondation Espérance Banlieue. Et moi, je réponds du tac au tac, non pas par humilité, mais par bon sens, non. Je suis le cofondateur du cours Alexandre Dumas. J'ai discerné et validé les bonnes idées. Certaines viennent de moi, certaines viennent de mon équipe. Et ma mission a été de protéger et de défendre l'intelligence et le bon sens des idées et des outils qui se sont développés au cours Alexandre Dumas, qui aujourd'hui sont tout cela la colonne vertébrale de l'esprit de la Fondation Espérance Banlieue. Voilà. Donc vous voyez, c'est une fondation qui demande énormément, on va en parler, mais énormément de disponibilité. Cela demande une force psychologique et physique. Je rejoins Cyril dans le sens où quand on rejoint nos quartiers tels qu'ils sont, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de solidité. Cela fait naître une très grande générosité des adultes, mais ces adultes doivent être formés. Et nous sommes riches de ces 5 premières années. Voilà. Moi, je fais partie de cette première génération de l'histoire d'Espérance Banlieue. J'en suis très honoré et très fier.
d'avoir fait partie de cette naissance. Et il y va de soi que les personnes de ma génération qui ont servi au départ doivent savoir se retirer s'il est nécessaire. Et moi, ça a été vraiment ça. C'est vraiment un moment qui fait partie de la construction du cours Alexandre Dumas d'être parti. Ça fait partie, profondément et intégralement. Je crois que c'est ça qui est très important. Espérance banlieue répond à 3 choses, 3 dimensions importantes. Elle répond à un aspect très révolutionnaire dans la tradition et dans la culture de l'établissement hors contrat. C'est une image nouvelle du hors contrat née par la tradition du hors contrat. Nous n'avions pas le hors contrat en banlieue. Nous l'avons aujourd'hui. Deuxièmement, c'est une révolution dans le lien et dans la communication entre le hors contrat et le public. Il y a une véritable collaboration d'homme à homme, et j'embrasse toutes les femmes en le disant, dans le sens où on a une très belle collaboration au service de l'évolution et de la croissance de l'enfant. C'est-à-dire que institutionnellement, c'est pas correct qu'un hors contrat travaille avec le public, mais il est une évidence qu'à la fin de chaque année, le public accueille certains élèves parce qu'ils savent que le projet et la connaissance sur l'élève que nous avons est vraiment positif pour la continuité de l'enfant dans le public. Troisième apport, qui est très important, c'est que la doctrine sociale de l'Église en France, dans notre pays laïque, républicain, est un trésor. Et que, même si nous sommes inconfessionnels, nous en reparlerons, il y a vraiment ce capital et cette expérience d'un grand nombre de membres de la Fondation Espérance Banlieue qui sont formés et habités par ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Ça paraît tout cela un petit peu égoïste, etc., et très parce que je parle d'école. Je ne parle pas d'une colonie. Et une école ou un collège, c'est là pour instruire. Donc il faut que les choses soient structurées, solides. Il faut que ça tienne, de façon à ce que nous ayons une légitimité, une efficacité, une crédibilité aux yeux de l'éducation nationale. Et après la tempête médiatique, ce qui est très beau actuellement, c'est ce qui se passe maintenant dans le silence. C'est-à-dire que nous confortons et nous confirmons la qualité de nos établissements, sans maintenant les paillettes des médias. Mais parce que sur le terrain, les gens connaissent la qualité. Vous voyez ? Et cela demande aussi une formation pour les professeurs. Mais ça, on en reparlera. Donc, Espérance Banlieue, à mon avis, est une fondation qui va se développer, qui se situe à un besoin intermédiaire entre un établissement classique et un établissement comme la Fondation d'Auteuil qui va répondre à des cas extrêmes. Et c'est un outil qui répond à un vrai besoin dans nos quartiers de banlieue. Voilà. Bon, je vous interrogerai après sur cet outil parce que ça serait intéressant que vous nous disiez justement précisément qu'est-ce que vous avez mis en place de différent par rapport aux autres établissements classiques, qui soient d'ailleurs sous contrat ou hors contrat, mais on reviendra dessus. Peut-être, Cyril, est-ce que vous pouvez nous redire aujourd'hui, Le Rocher, combien de lieux sont aujourd'hui investis par votre association? Je crois qu'il y a au moins 8 villes en France. Peut-être vous pouvez les redire rapidement, sachant que, voilà, je vais vous poser ma question suivante. Aujourd'hui, selon vous, qui avez vécu dans des cités, qui d'ailleurs vivaient toujours, je crois, dans un quartier plutôt difficile, puisque vous vivez actuellement avec votre grande famille dans les quartiers nord de Marseille, selon vous, quel est le plus grand fléau des cités? C'est la pauvreté, l'islam? J'aime cette question piège. Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est l'islam? Alors, évidemment qu'il y a de la drogue, c'est un problème. Il y a de la pauvreté, c'est un problème. Mais est-ce que c'est ça le fléau des cités? Moi, j'ai envie de dire que, bien sûr qu'on peut se situer sur des discours politiques qui expliquent, pour une partie, des fléaux dans les cités. Mais dans les cités, il n'y a pas que des fléaux. Il y a aussi des choses qui sont extraordinaires, avec des associations, des écoles qui fonctionnent bien, même parfois des écoles publiques, avec des enseignants qui s'engagent de façon très belle. Probablement qu'ils n'ont pas le même encadrement, mais qui s'engagent, qui y croient. Donc on voit vraiment des belles personnes qui s'engagent concrètement dans les cités.
On a aussi des gens qui habitent les cités, mais avec un énorme espoir, énorme espérance de grandir dans cette société, de réussir dans cette société, croisent ces ambitions-là. Et j'ai envie de dire, exprès un peu par provocation, que le plus grand fléau des cités, c'est peut-être ce que j'ai pas fait et que j'aurais pu faire. Vous voyez, peut-être il faut se le poser à chacun le problème, la question, qu'est-ce que je pourrais faire moi? Et si je ne le fais pas, eh bien peut-être qu'effectivement le fléau des cités grandira. Donc, concrètement, si vous voulez, on va être quand même un peu concret, dans les cités, il y a une multitude de populations qui y habitent. Une multitude de peuples qui sont arrivés en général avec beaucoup d'espoir, puisqu'on arrive quand même en France avec l'espérance d'avoir une vie meilleure. Mais il y a tellement de populations différentes que c'est déjà très difficile d'avoir une règle globale pour tout le monde. Donc effectivement, il y a de la pauvreté, il y a de la délinquance. Il y a de la délinquance, vous le savez bien. Mais la population, la majorité de la population va souffrir de cette délinquance. Et je peux vous dire que si vous demandez aux gens, est-ce que vous aimeriez bien habiter ailleurs? Non, mais je veux dire, tout le monde... Moi, j'ai habité 15 ans donc en HLM. C'est sûr qu'on préfère quand même, si on peut, habiter ailleurs. Parce qu'on préfère tous avoir une maison avec un jardin. Enfin, c'est normal. Vous voyez, c'est humain. Même si on va y voir beaucoup de choses très belles. On va voir des... Par exemple, quand on s'est installé en cité, donc on était dans un HLM, on était au 11e étage. Et au 11e étage, il y avait un 12e. Et avec nos voisins mitoyens, on faisait 4 continents à 4 appartements. C'était quand même génial. On avait des Chiliens en face, réfugiés politiques. On avait au-dessus des Asiatiques. En dessous, on avait des Africains. Et évidemment, si je continuais, il y avait le Maghreb. Et il y avait même, dans les étages, un Tahitien. Donc, on faisait les 5 continents, ouais, dans la cage d'escalier. Et il y avait quand même vraiment une véritable entraide, une capacité à se saluer. Les gens avaient vraiment un désir de vivre en bon voisinage. Et pourtant, il y avait quand même, dans la cage d'escalier, de la délinquance. L'été, par la fenêtre, on entendait les bruits de bouteilles, de bière qui se cassent. Donc il y avait une vraie problématique qui gênait tout le monde. Et pourtant, une majorité de gens qui espéraient, qui aspiraient à une vie meilleure et qui, avec leurs moyens en HLM, essayaient de vivre le mieux possible avec leurs voisins. Donc je fais exprès d'insister parce qu'il faut vraiment voir que quand on y habite, quand on va à la rencontre, on va aussi vraiment rencontrer une volonté, un désir puissant, et c'est souvent ça sur les gens qui ont migré, un désir puissant de s'en sortir. Mais bien sûr qu'il y a de la drogue, et la drogue c'est un énorme fléau, parce que vous savez, le cannabis, ça rend mou, ça rend pas volontaire, sur la jeunesse c'est terrible, mais c'est pas la majorité de la jeunesse. Il va y avoir une économie parallèle, avec beaucoup d'argent à se faire, et effectivement, hélas, mais finalement, le jeune qui prend ce chemin, il se rend compte au bout d'un certain nombre d'années qu'il a quand même loosé, qu'il a foiré, parce que, oui, 150 € par-ci, 150 € par-là, c'est pas lui le gros dealer, vous voyez. À la fin, c'est pas tant d'argent que ça, vous voyez. Et donc, on voit effectivement des jeunes qui ont suivi le mauvais chemin, qui ont des problèmes de drogue, des problèmes d'agressivité, mais c'est pas la majorité du quartier. Et ce que je veux vous dire là, c'est que justement, que ce soit à travers l'enseignement, ou nous, à travers justement l'éducation populaire, ce qu'on appelle l'éducation populaire, eh bien, une de nos idées principales, c'est aussi justement d'attraper, de mener, d'accompagner cette jeunesse avant qu'elle soit blessée. Et cette jeunesse est donc majoritaire. Cette jeunesse qui n'est pas encore blessée est majoritaire dans le quartier. Et on peut l'aider, l'accompagner, l'éduquer. Voyez ? Et vous savez que ces jeunes-là, ça rejoint l'ambition de départ, ces jeunes-là éduqués, grandis, eh bien, demain, ils pourraient être ceux qui seront à la tête des ONG dans leur pays d'origine. Ils pourraient être des bons professeurs dans cette école, par exemple, pour les enfants de demain. Vous voyez, c'est ça aussi l'idée. C'est, à travers les jeunes de ces quartiers, avoir aussi une élite qui elle-même va être au service. Et aujourd'hui, on l'a, cette élite. Hein. On l'a. Si vous regardez bien, il y a déjà beaucoup de jeunes qui ont quitté ces quartiers, qui sont avocats, qui sont banquiers, qui sont artisans. Il y en a beaucoup. Il faut qu'on les mette en avant. Il y a les jeunes, et on en parlera tout à l'heure, mais le Rocher donc, a 18 ans aujourd'hui. Donc tout à l'heure, je pourrais vous parler de jeunes que j'ai connus enfants, qui sont aujourd'hui parents.
Merci Cyril, mais c'est vrai que quand je vous parlais de l'islam, on entend beaucoup dire que justement dans les cités, la présence je dirais de prédicateurs ou de salafistes qui sont très bien constitués assure une forme de... Enfin, cette présence permet une forme de discipline ou en tout cas permet de donner des valeurs à des jeunes désœuvrés. Est-ce que vous avez eu le sentiment justement que finalement c'était presque cet islam presque nous inquiète le plus, qui assure finalement l'ordre dans ces cités On peut parler de Dieu dans la rue, on peut parler de Dieu entre nous, c'est pas tabou parce qu'effectivement les musulmans ont aussi rapporté ça quand même dans les quartiers, il faut leur reconnaître ça. Donc Dieu, ils le vivent, c'est dans leur culture, et nous ça tombe bien, nous aussi, donc on peut parler de Dieu. Après, par rapport à l'islam radical, finalement elle est assez faible. Je vais vous raconter une petite histoire, alors ça remonte un peu, mais elle est belle. C'était donc au moment des attentats de New York. J'étais dans la rue avec des jeunes adultes qui étaient tous musulmans, et on discutait. On faisait ce qu'on appelle le rocher du travail de rue, donc aller à la rencontre des jeunes dans la rue, dans les cages d'escalier, etc. Et un gars arrive, en Twingo, un barbu, plutôt jeune aussi, il arrive, il sort la voiture, il dit « Vous avez vu les gars, ce qu'on a fait, on a réussi », et il a un discours hyper victorieux de l'attentat qui vient de se dérouler à New York. Vraiment, tout de suite, quoi. Moi, je découvre. Alors, je suis un peu surpris, et le gars, il était à fond la caisse, donc des grands discours, et puis il parlait bien, etc. Au départ, j'écoute un peu, et puis quand même, au bout d'un moment, je prends la parole, et je lui dis, mais est-ce que tu penses vraiment que Dieu a voulu donc la mort d'autres êtres humains ? Et donc, il y a tout un discours politique pas très intelligent. Et puis, je sens bien que c'est un peu bloqué, qu'on n'y arrive pas. Aussi, il commence à rentrer dans des moqueries sur les catholiques, des discours pas très fins. Je ne tombe pas dans le piège, donc je ne me mets pas en colère. Les autres sont là, ils nous écoutent. Et puis, je lui dis juste, écoute, là, tu es allé prier, parce qu'à un moment donné, il nous exprime qu'il va prier, qu'il va à la mosquée. Il dit, écoute, moi, je vais aussi aller prier à l'église. Et puis, on fera donc quelque chose de commun, tous les deux, puisqu'on va prier notre Père, qui est aux cieux, notre Dieu. Et puis, peut-être prions pour qu'il y ait des fruits. Pour qu'il y ait des fruits. Si vraiment les attentats, c'est des fruits, ça vient de Dieu, il y aura de beaux fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits, puis moi, je vais prier aussi pour toi. Et puis, il s'en va. Et les jeunes qui étaient là, sans exception, les jeunes adultes musulmans qui étaient là, m'ont dit, Cyril, ce qu'on voudrait te dire, c'est le leader qui a parlé, c'est qu'on était proche de ton discours à toi, et on ne s'est pas reconnu dans le sien. Vous voyez ? Eh bien, ça, c'est quand même génial. C'est un gars qui passe un peu à fond, et la dizaine de jeunes qui étaient là, des jeunes adultes qui n'étaient pas tous, je dirais qu'ils n'avaient pas tous un parcours magnifique, se sont pas reconnus dans son discours. Ils étaient musulmans. Et dans le quotidien, dans nos cités, si vous voulez, on n'a pas... c'est pas les musulmans extrémistes qui font la loi de la cité. Je pense que c'est faux. Sincèrement, je pense que c'est faux. Il y a des gens qui sont attirés par ça, des jeunes hommes comme des jeunes femmes d'ailleurs, au lieu d'être punk, qui vont choisir d'être... je veux dire, c'est aussi une forme d'adolescence et de révolution chez certains. Et effectivement, peut-être que moins on est éduqué, moins on est enseigné, effectivement, tu parlais de la dictature tout à l'heure, plus effectivement on va être fragile et manipulable. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Et voilà. D'où encore plus l'idée d'aller à la rencontre et de proposer de l'éducation, de l'enseignement, de partager avec eux, de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre. On reviendra après sur justement les relations que vous aviez entre catholiques, chrétiens et musulmans. Mais je me tourne tout d'abord vers vous, Albéric. Justement, ça m'intéressait que vous nous racontiez un peu précisément quels étaient le type d'activités que vous pouviez organiser en plus d'un enseignement classique au sein des sports de banlieue, justement à destination de populations qui avaient besoin d'être tout simplement d'apprendre des choses un peu élémentaires de notre culture. Dans cet accompagnement-là que vous avez mené, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
je dirais à la fois comme dans le négatif, mais aussi dans le positif, parce que j'imagine qu'il y a eu des expériences peut-être ratées. Et voilà. Donc, est-ce que vous pouvez un peu rentrer sur ce contenu-là? Alors, moi je suis un aristo fauché catho, et je débarque à Montfermeil. Bon, Montfermeil n'est quand même pas non plus la banlieue la plus difficile, même si ça a bien cramé en 2002, si ma mémoire est bonne. Il y a eu 2005, il y a eu une vraie politique très bien menée et soutenue sur le plan national par 2 gouvernements. Et donc, ce qui fait que des personnes qui se sont retrouvées dans des bars qui ont été donc complètement mises par terre, se sont retrouvées dans des appartements plus humains, vraiment agréables, un peu avec une architecture un peu anglaise, et qui n'est pas déplaisante. Et du coup, ces mêmes familles est née en elles une confiance en l'avenir, et donc des nouveaux besoins, une nouvelle soif, une soif de formation, une soif de stabilité, une foi, une espérance en l'avenir de leur enfant et de leur famille est née. Et donc je pense que vraiment le projet immobilier, dans un premier temps, a été très très important. En dehors de la conférence, on parlait du toit. Moi, je rejoins complètement. À partir du moment où l'être humain est bien logé, ou mieux logé, de manière plus humaine, immédiatement, il y a des choses qui évoluent. Moi, j'arrive et au lieu de côtoyer des mamans qui portent des foulards Hermès, j'ai des mamans qui portent des foulards islamiques. Elles me disent pratiquement, mais vraiment mot pour mot, même avec le même vocabulaire, peut-être pas le même accent, ça c'est clair, mais avec le même vocabulaire, le même désir, la même exigence, la même foi en la nécessité de construire, de structurer un enfant pour qu'il devienne un homme debout, comme disait le père Bretil. Et ça m'a énormément touché. Parce que je me suis dit, bon sang de bois, je me faisais une toute autre image de ce qu'est la banlieue. Je me souviens encore de ce moment où je suis dans la voiture, je quitte l'école, il est à peu près 19h, et je sors, je quitte le parking, je traverse un endroit un peu connu, qui est juste à côté du commissariat, qui est donc le QG des dealers de Montfermeil. Et je me dis, bon, je pars un peu plus tard aujourd'hui, ils sont plus nombreux, on va voir. Et puis, il y en a un qui m'interpelle, donc je baisse ma fenêtre, je me suis dit, ça y est, je m'offre, c'est le sacrifice. C'est la couronne rouge, après la couronne blanche, Saint-Maximien Coll, dans toute sa splendeur. Et donc, je me dis, c'est dommage, la vie est courte. Et il me dit, oh, t'es le directeur, toi, là, de l'école? Alors, oui. J'étais pas devant les médias, là. Je disais un oui beaucoup plus timide. Et alors, à ce moment-là, il me répond, ouais, c'est bien ce que tu fais avec tes copains, là, et tu es en train de sauver nos petits frères. Moi, je suis foutu, là, je suis foutu. Mais tu es en train de les sauver. On va protéger ton école. J'ai été absolument bouleversé par cette déclaration. Le lendemain, connaissant bien les quartiers, c'était à la fois génial, parce que je me disais, ça y est, j'ai des gardes du corps. Le problème, c'est que si le 77 voulait faire mal au 93, ils allaient cramer mon école. Bon, c'était le problème. Mais quand même. Après, j'ai eu des moments assez étonnants. C'est parce qu'on arrive avec nos préjugés. Donc, j'avais le portail grand ouvert. Donc, à un moment donné, il y a un papa qui arrive. Alors, il a toute la tenue qui va, mais qui n'est pas française, hein, c'est pas un breton. Hein. Et alors, donc, il est très bien, très barbu, tout ce qu'il faut. Et c'était à peu près une semaine après le coup du gars qui avait des bombes dans ses chaussures, je ne sais plus trop quoi là, vous savez, bon, pas des bombes, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et le type arrive en basket, avec sa tête. Et moi j'arrive, et bien entendu, j'ai le malheur d'être un peu expressif. Donc je traverse la cour, je dis bonjour monsieur. Et le mec me dit vous avez peur? Il lui dit montrez vos chaussures. Et il a explosé de rire. Alors, on peut rentrer dans un humour absolument extraordinaire. J'ai une maman qui dit oui, je comprends, c'est un confessionnel catholique et tout, mais il faut avoir confiance en nous. J'ai dit de toute façon, on va se comprendre. Hein. Vous êtes terroriste, moi pédophile, je pense qu'on peut pas se comprendre. Et tout de suite, ça allait beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'était vraiment
C'était le bon sens qui était au rendez-vous. Alors du coup, il y avait un deuxième feu vert. Donc du coup, je me suis aperçu qu'il y avait le feu vert. J'avais des parents, j'avais des enfants qui avaient des parents. D'ailleurs, toutes les écoles d'à côté étaient jalouses parce qu'ils disaient, oui, au cours Alexandre Dumas, eux, ils ont des élèves qui ont des parents. Même si c'est des situations monoparentales, mais ça veut dire qu'en fait, quand on téléphonait aux parents, ils venaient. Ils étaient là. De toute façon, c'était pas difficile. Hein. Il n'y avait pas de réponse. Au bout de 2 coups de téléphone, l'enfant prenait son cartable et s'en allait. Il faut que les parents soient là. C'est le berceau de la société. Donc, si je ne suis pas, si nous ne sommes pas là pour répondre à la demande des parents, avant toute chose, c'est pas la peine. C'était très clair. À Espérance banlieue, nous soulignons le fait que l'enfant n'appartient pas à l'État, il appartient aux parents. Et l'État veille à ce que ces enfants, effectivement, puissent recevoir une instruction et une formation. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que comme nous étions dans le hors-contrat, c'était génial, on pouvait créer tout ce qu'on voulait. Et il n'y avait pas, vous savez, je dis ça un peu avec ironie, mais c'est une souffrance réelle, la table en formica avec des réunions qui durent 4 heures, 6 heures, pour savoir si on allait déplacer le tableau sur le mur ou si on allait changer la couleur des chaises. D'accord ? Alors donc, bien évidemment, on s'est dit, tiens, ça serait sympa de mettre un uniforme. Alors, nous avons pris l'uniforme. Et ce qui a été absolument prodigieux, l'Esprit Saint était vraiment là, ce qui a été prodigieux, c'est que nous nous sommes dit, tout doit être un signe palpable pour l'enfant. Parce que nous sommes avec des enfants et des collégiens, donc des ados. Et ils ont besoin, non pas seulement de discours, de théorie, mais aussi des choses concrètes à toucher. Donc l'uniforme devait être un signe. C'est pas le club. C'est inintéressant de solliciter le club parce qu'il y a des clans, il y a des clubs, des machins dans tous les quartiers. Donc nous ne voulions pas de ça. Mais par contre, l'uniforme doit être à la fois rejoindre leur vie en leur donnant un peu de distinction et de spécificité, et en même temps, l'uniforme doit symboliser quelque chose. Alors le bronze, les écoles du bronze observent les quartiers, les enfants comment ils sont habillés, et en fonction des tenues, ils imitent avec l'uniforme le vêtement, et ils donnent une certaine, je dirais, stabilité au vêtement. Par exemple, s'il y a des trous dans le jean, là, il n'y en a pas. D'accord ? Et donc, moi, je suis allé me promener dans Montfermeil. J'ai compris que l'enfant avait une chemise pour son mariage, pour le mariage de sa famille, et un t-shirt pour tous les jours. Donc, il fallait un intermédiaire pour montrer « je vais à l'école ». Donc, le polo. Ils ne connaissaient pas le polo. C'était un vêtement qu'ils ignoraient. Ils ont besoin de quelque chose qui fait partie de leur histoire, c'est la capuche, et le sweat à capuche. Donc, on a pris le sweat à capuche. Après, nous avons ciblé le jean, parce que c'est le vêtement le plus simple. On m'a suggéré, ce sont les mamans qui m'ont dit, il faut qu'il soit noir, parce que beige, c'est pas possible. Moi, j'aime bien les jeans beige ou marron, mais ils ont dit, non, c'est noir, c'est mieux pour les enfants. J'ai essayé les chaussures, ça n'a pas passé. Donc, on a gardé les baskets, les Nike, machin, voilà. Et la casquette américaine, ça n'a pas passé, j'en voulais pas. Et après, la couleur. Alors, la couleur, le vert, parce que moi, je suis d'origine irlandaise et je voulais mettre ma marque personnelle. Voilà. Et le bordeaux, parce que je ne voulais pas mettre un rose bonbon, quoi. Je trouvais ça nul. Et donc, le bordeaux, ça a été les filles de l'équipe qui ont dit, on va prendre bordeaux, c'est sympa. Voilà, c'est comme ça qu'est né l'uniforme. Et après, ils portent l'uniforme, mais ils le gagnent. Ils restent 1 mois, 2 mois sans uniforme au départ. Ils désirent cet uniforme, ils le reçoivent, et au moment où ils le reçoivent, on leur dit, voilà, cet uniforme est le signe que vous voulez vous mettre au travail. Et c'est là où je veux conclure, c'est que la pauvreté de nos quartiers, de banlieue, n'est absolument pas celle que vous pensez. Ce n'est pas la drogue, ce n'est pas le risque de terrorisme. De toute façon, le terroriste, il se cache. Il se cache. Ce n'est pas forcément le côté voyou, etc., même si c'est vraiment présent, etc. Non. C'est un manque total de volonté de travailler. C'est un manque total. Quand vous avez les pépites d'or,
vous sortez des enfants d'énormes tas de détritus, vous les amenez dans une école, ils s'entassent tous, ils sont super sages, ils veulent travailler, ils sont sauvés, ils sont heureux. Et il y a 10 000 enfants au bout de 5-6 ans. Et puis les petits sont grands, maintenant deviennent les professeurs, et l'histoire est absolument magnifique. En France, la pauvreté est beaucoup plus importante. C'est une pauvreté humaine très grave. L'esprit et l'intelligence est pourri. La déchetterie n'est pas un tas, la déchetterie est dans l'intelligence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous imaginer l'ingéniosité pour un professeur de donner envie d'être déjà écouté. Transmettre pour un professeur dans un contexte comme ça, c'était terrible. Et ils sont victimes non pas de la drogue, etc., ils sont victimes d'une recherche de l'existence. Et pour eux, pour exister, il faut posséder. Et qu'est-ce qu'on possède? Le téléphone portable. On n'est plus dans les modes des années 70 ou 80. Ouais, mon fils, il veut absolument, ou ma fille veut absolument tel vêtement, etc. On n'est plus là. Si vous n'avez pas de téléphone, vous êtes quelqu'un qui n'existe pas. Et ce n'est pas par rapport au groupe, parce qu'on est dans la méthode individuelle. Nous sommes arrivés à une situation dramatique. Et pas seulement en banlieue, en rural aussi, dans les campagnes. Et donc, il faut des outils qui éveillent la personne à se réveiller. Il faut que le professeur n'ait pas que seulement des connaissances académiques. Il faut qu'il ait une compétence dans la transmission, une compétence dans la communication, une compétence dans l'éducation. Il faut qu'il fasse un show. Sinon, il ne réveille pas. Et c'est une tristesse de voir autant de puissance et d'énergie et de potentiel qui ne bouge pas. Inerte. Fatigué d'être fatigué. Et il faut donc ces outils, vous voyez, pour déclencher. Surtout qu'on est dans un monde d'artifice, de communication à pu en finir. Et le seul moment où ils peuvent se sentir un peu en sécurité, c'est qu'ils s'enferment. Soit dans leur petit monde personnel, individuel, et c'est là où ils sont vulnérables, parce qu'il y a les guetteurs, les djihadistes, etc. J'ai une jeune fille, niveau scolaire très difficile, scolarité au cours Alexandre Dumas très compliquée, et un jour elle arrive en voile. Elle est collégienne. Elle est arrivée avec un bonnet au départ, puis après ça a été plus ou moins le voile. Je l'ai invitée dans mon bureau. Et je lui ai dit, je vais vous poser une seule question. Une seule. Mais au nom de l'amitié et de la confiance que vous avez, j'espère encore envers moi, je vous demande d'y répondre honnêtement. Alors elle se redresse, puis elle s'attend à la question, pourquoi vous avez décidé de porter un voile? D'accord? Donc elle est là, allez-y. Donc elle était prête. Allez-y. Je vous écoute. Et je lui dis, depuis quand vous vous connectez secrètement sur des sites musulmans et islamiques? Et là, j'ai vu son corps. Elle se met à rougir et elle me répond, nous étions mardi, depuis samedi. 10 questions suffisent qui sont posées sur les sites. Les 10 questions, les réponses vont dans le sens que les djihadistes veulent. L'enfant voit les réponses. Est-ce que vous avez l'impression d'être isolé? Est-ce que vous avez l'impression d'être méprisé? Est-ce que vous êtes entassé dans un immeuble? Est-ce que on croit en votre avenir, etc. Et en fonction, si vous avez répondu cela, ça veut dire qu'en fait, ils ne vous aiment pas. C'est un peuple de païens. Ils sont contre vous. Il faut les détruire, les anéantir. Car ils vous détruiront. Cette jeune fille qui a vécu pendant 4 ans d'affilée avec nous, la 5e année, était en tension permanente avec moi en ce qui concerne le voile. Maintenant, j'ai des anciennes élèves, il y en a certaines qui sont voilées. J'arrive devant les papas, devant tout le monde, je les vois dans la rue, etc. Je les prends dans mes bras, et je les embrasse. Je les embrasse très fort. Voilà. Et elles sont un peu surprises, mais en même temps très heureuses. Et j'ai dit, voilà, ça, vous êtes ma petite sœur. Vous êtes ma petite sœur. Et parce qu'il faut qu'ils comprennent
que bon, ok, ils veulent mettre le voile, bon, c'est la mode, c'est une mode, elle passera. Mais c'est vraiment une mode. C'est les ados sont provocateurs. Et les ados sont provocateurs. C'est une mode. C'est pas une idéologie. Ce sont des ados. Et nous avons des musulmans ados. Donc avant d'être musulmans, ils sont ados. Donc, ça ne nous plaît pas de les voir en voile, ils vont mettre des voiles. Ça nous plairait qu'ils soient en voile, il n'y en aurait pas une qui sera en voile. C'est tout. Alors, il ne faut pas se faire une montagne. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes, des parents qui sont exaspérés par ce comportement. Énormément de parents exaspérés et qui sont agacés. Alors, ils ne comprennent pas. Et ils essayent de Merci Albéric. J'avais le souvenir aussi que vous leviez les couleurs. Alors, très très rapidement. Juste en... Oui. Ouais, très vite. Alors les couleurs, non, parce que je rigole, parce que je ne sais pas comment ça va réagir. C'est à l'occasion, nous avons donc, au départ, mon idée c'était qu'effectivement, il y ait le drapeau français et le drapeau européen. Bon, alors donc, on met les deux drapeaux, et il fallait que ça se fasse de manière bon enfant, à mon sens. Donc les enfants couraient, allaient chercher le drapeau, demandaient la permission de le monter. Et je leur disais deux exigences. Je leur disais, il ne faut pas que le drapeau touche par terre. Et la deuxième, c'est vous le pliez du côté bleu. D'accord ? Alors j'ai un enfant, une fois, qui a fait tomber le drapeau. Il est parti en courant vers moi, en pleurant, en disant « J'ai tué la France !» Je lui dis « Vous n'avez pas ce pouvoir. Vous n'avez pas ce pouvoir, ne vous en faites pas. » Et puis une autre fois, il y en a un qui arrive et puis fièrement me montre le drapeau plié en rouge. Alors, couleur rouge. J'ai dit « Mais pourquoi vous m'avez mis ?» Eh bien, le président Hollande a dit qu'on avait déclaré la guerre. Ah, j'ai dit d'accord, ok, bon, on est en guerre, très bien, donc c'est rouge, très bien. Mais c'était très intéressant parce que ça y est, c'était concret. Et puis, Mandela meurt. Oui, le grand silence. Mandela meurt, et là, figure que moi je trouve vraiment belle et intéressante. Je dis, nous allons marquer une minute de silence. Donc on baisse les couleurs, on se rassemble tous, on se met en U selon l'idée de profs qui venaient du scoutisme, parce que moi au bout de 5 jours j'ai été viré du scoutisme, je ne voulais pas faire la vaisselle. Et alors, donc maintenant je la fais tout le temps depuis que je suis marié, enfin ça c'est ma vie. Hein. Et donc on baisse les couleurs, minute de silence avec le coup de sifflet, tout magistral et tout. Émotion incroyable, tout le monde est là. Et après, on remonte les couleurs après un coup de sifflet. Et là, j'ai la plupart des troisièmes et des quatrièmes qui arrivent vers moi et qui me disent « Il faut faire ça tous les jours. » Je dis « Mandela, il ne meurt pas tous les jours. » Ouais, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Alors on a dit « Bon, on va réfléchir, on va attendre. » Et c'est vraiment à l'appel des élèves que nous avons décidé de faire un protocole de montée des couleurs. Et nous posons la main sur le cœur, non pas pour se la jouer Trump, mais parce que tout simplement, là-bas, en banlieue, quand on se serre la main et qu'on met la main sur le cœur, c'est qu'on donne notre affection, notre fidélité, notre reconnaissance. Donc on met notre main sur le cœur parce que nous donnons notre reconnaissance à notre pays. Et quand un élève ne le fait pas, dans mon bureau, on s'explique. La France, ton pays ne te plaît pas ? Non, mais moi je suis marocain. Très bien, tu me donnes ta carte d'identité, ta carte vitale, puis dégage. Ouais, pourquoi me vous parlez comme ça ? C'est clair, c'est net et clair. Voilà, moi je suis breton, je ne fais pas ma crise. Hein. Ok ? J'écoute Triangle, mais c'est tout. Vous avez jamais eu de problème avec le père de l'élève en question ? Non, mais il était d'accord. Mais c'est là où c'était extraordinaire, c'est qu'il est d'accord. Faut y aller, faut donner des fessées et tout. J'ai dit non. Non, on mange pas de ce pain-là, mais on va y aller quand même. On va être ferme. Et alors, donc, nous avons monté les couleurs et nous mettons notre main sur le cœur et il y a toujours cette minute de silence, donc le lundi matin et le vendredi après-midi, pour conclure la semaine. Et on dit, en hommage envers nos familles et envers notre pays, la France, nous allons faire une minute de silence pour cette semaine que nous allons passer, ou pour cette semaine que nous avons passée. Et là, c'est bluffant. Mohamed, Rachid, Djenaba, Arthur, parce qu'il y a des Arthur aussi, hein, etc. Eh bien, ils sont tous là. C'est le silence total. Voilà.
C'est la beauté de notre pays. C'est la France. Tous ces enfants sont français. Et la plupart de leurs parents sont français, sont nés en France. Nous sommes à la 3e génération. Il est plus que temps de les former. Non pas parce que nous avons peur d'eux, mais parce que nous avons un souci de nos compatriotes. Mohamed sera peut-être le directeur de Clément, mon fils. Je le souhaite. C'est la France que le bon Dieu nous donne d'accueillir et de vivre. Qu'est-ce qu'on en fait? On a peur, ou on prend les moyens pour former, et on y croit. Si on n'y croit pas dès le départ, comment voulez-vous que ça marche? Bon, c'est vrai qu'on a des fâcheuses expériences. Un Breton n'a jamais pu former un Normand, mais bon. Je pense que c'est plus facile de former peut-être quelqu'un qui est d'origine algérienne ou turque. C'est pas nouveau cette expérience. Nous avons formé des gens qui venaient d'Irlande, d'Italie, d'Espagne. Oui, mais c'était l'Europe. Mais c'était aussi violent. À l'époque, dans le contexte culturel, c'était aussi violent. Ils étaient très loin. On n'avait pas de Concorde, on n'avait pas d'avion, on n'avait pas de téléphone. Ils étaient aussi violents. C'était aussi violent pour eux. On les appelait les Boches. Les Boches. Justement, Derek, ça me permet en transition de me tourner vers Cyril, parce qu'on va parler justement du fait religieux. Alors, il est évident que moi, je parle avec beaucoup d'humilité sur ces thèmes-là, parce que je ne me suis jamais engagé dans des actions aussi objectivement complexes que les vôtres. Mais il est vrai que moi, voilà, à mon niveau, je me dis qu'objectivement, il y a quand même un fait qui fédère, je dirais, ceux qui habitent ce pays depuis plusieurs millénaires, c'est quand même la religion chrétienne. Or, le fameux Mohamed, qui pourrait être un jour le professeur de votre fils, pourrait malheureusement être toujours musulman, ce qui, moi, à titre personnel, pourrait éventuellement, malgré tout, me poser une difficulté. Et donc, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est, vous êtes tous les deux justement dans des associations manifestement qui ont été montées, qui sont animées par des chrétiens, et vous êtes même plus que ça, puisque c'est carrément presque une association qui a été montée au sein de l'Église, qui d'ailleurs aujourd'hui est aussi beaucoup, comment dirais-je, je crois, il y a beaucoup de candidatures qui viennent de la communauté de l'Emmanuel. Donc, et en même temps, c'est ça qui est très surprenant, c'est que vous ne mettez pas du tout en avant cette spécificité chrétienne. Voilà, donc je dirais, moi j'ai envie de savoir, est-ce que, alors, d'une part, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est pour être mieux accepté? En même temps, est-ce que la conversion, c'est pas aussi le premier devoir du chrétien? Voilà. Comment vous pouvez vous positionner par rapport à cela? Parce que c'est quand même une question, voilà, pour les regards extérieurs, c'est une question qu'on se pose clairement, malgré toute l'admiration qu'on a sur votre œuvre. Alors, en fait, en réalité, si, le Rocher est quand même clairement chrétien, notamment parce qu'on a fait le choix de mettre nos actions qui ne sont pas dans la rue, nos actions qui nécessitent des salles, dans des salles paroissiales. Donc, dans les quartiers où nous sommes, tous les jeunes savent, d'ailleurs c'est très rigolo, il y en a qui disent « Maman, je vais à l'église ». Bon, en fait, ils vont par exemple à l'aide aux devoirs, etc. Donc, en fait, en réalité, au sein du quartier, pour tout le monde, c'est clair que, voilà, ce sont des chrétiens qui s'occupent de l'association. Donc, là, les choses sont très très claires. Hein. Au niveau du Rocher, c'est très très clair. Ils savent aussi qu'on prie, ils savent qu'on prie pour eux, ils savent qu'on a une vie de foi. Et donc, voilà, l'identité chrétienne du Rocher, elle est claire. Elle est aussi claire avec les élus, puisque quand on est arrivé ou quand on arrive sur une nouvelle mission, on va aussi voir les élus. Je veux dire, on va pas se cacher, je veux dire, faire semblant qu'on n'est pas. Donc, je veux dire clairement, on est chrétien, et effectivement, c'est parce qu'on est chrétien qu'on a ce désir fort d'aimer les autres et de s'en occuper. Hein. Donc, on leur raconte aussi nos racines et notre foi. Finalement, on est plutôt bien accueillis. Alors, on est bien accueillis au départ pour le travail. C'est-à-dire que, pourquoi pas, allez-y, on verra. On verra si ça marche, votre truc. Voilà, pourquoi pas, de toute façon, hein, il y a besoin dans les cités qu'il y ait des actions. Après, ce qui est beaucoup plus difficile dans le système français, c'est de vivre de ces actions. Hein.
Et effectivement, il peut y avoir une forme de martyre sur l'aspect financier, c'est-à-dire de ne pas avoir de subvention publique. Et qui dit pas de subvention publique, bah, c'est effectivement très difficile de pouvoir salarier. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, parce qu'on a des salariés, mais c'est plus difficile. Et donc finalement, nos missions, nos associations, comme celle du Rocher, elles vont vivre du don, hein, de vos dons notamment, de vos dons, des dons des particuliers, aussi du don des entreprises. Et quand même, parce qu'on y arrive au bout d'un moment, de subventions publiques. Mais là, il faut vraiment qu'on soit bon. Vous voyez, il faut qu'on soit bon, il faut que la vox populi du quartier ou de la ville finisse par dire aux élus, ils sont incontournables. Et ça, c'est à ce moment-là, je dirais qu'on a vraiment gagné, puisque si la rue, les parents, les mamans, les papas le disent, eh ben, la mairie le saura, et à ce moment-là, la mairie commence à nous subventionner, puis ensuite ça peut être le conseil général, le conseil régional, même l'État, hein, au niveau de la politique de la ville. Donc en fait, il n'y a pas de... Non, du côté du Rocher, c'est très clair. Même quand on va au ministère pour éventuellement négocier, dans le cadre de la politique de la ville, des petites subventions, ils savent très bien qu'il y en a. Voilà. Ils savent très bien que c'est une œuvre chrétienne. Oui, mais justement, dans vos actions quotidiennes, enfin dans vos actions au sein de la cité, pour le coup, a priori, vous n'en faites pas comment dirais-je, une technique d'approche ou de discussion. Vous ne parlez pas du tout de cet aspect-là de votre identité chrétienne, si j'ai bien compris. Alors, il n'y a pas de tabou, hein, au contraire. Je veux dire, si ce que tu veux dire, c'est qu'on ne va pas dans les rues bénir les passants, oui, non, on ne le fait pas. Mais clairement, les jeunes et les parents savent qu'on est chrétien, et une grande confiance, je crois que là, vraiment, on se rejoint, et une grande confiance, en fait, il y a une bonne réputation, et même pour, par exemple, il y a beaucoup d'Algériens qui ont de très bons souvenirs, hein, des missionnaires, des pères blancs, etc., en Algérie. Donc, c'est absolument pas un problème pour nous de le dire. Absolument pas. C'est plutôt même une aide, puisqu'il y a plutôt de bons souvenirs. Après, il y aura toujours des gens qui vont effectivement vivre leur crise d'ado, même leur crise de la quarantaine dans l'islam, et dire « Ah non, surtout pas, n'y va pas, etc. » Mais bon, bah voilà, en attendant, il y a quand même une majorité de jeunes du quartier ou de parents et de familles du quartier qui nous font confiance et qui envoient leurs enfants dans les locaux de l'église. Et puis, c'est pas du tout un tabou, notamment, par exemple, qu'on a une vie de foi. Donc, on leur dit, même parfois pendant les camps, ils nous voient, par exemple, faire de bénédicité. Vous voyez ? Ils nous voient, ils savent que bah, voilà, les animateurs, les membres de l'association, bah, ils ont une vie de prière. Voilà. Et je le redis, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les quartiers, Dieu n'est pas tabou. Voilà. Évidemment, par contre, on n'est pas là pour faire ce qu'on appelle de la conversion. En tout cas, pas de la conversion en disant « est-ce que tu veux le baptême ?» Vous voyez ? Maintenant, si un jeune un jour veut le baptême, bah, ça c'est son chemin personnel, vous voyez, et il ira sûrement vers la paroisse. Mais nous, notre travail, c'est de faire grandir le jeune dans son humanité, mais on le fait à partir de nos racines. Hein, moi, vous avez bien compris, que si un jour j'ai décidé d'aller en banlieue, c'est parce que, ben, voilà, dans ma vie de prière, dans ma vie de foi, le Seigneur m'avait confié une mission, m'avait confié un désir, hein, et puis j'ai voulu aller au bout de ce désir. Et ça, c'est absolument pas tabou. Les jeunes le savent. Voilà. J'ai écrit un livre, mais ce livre, les jeunes l'ont lu. Vous voyez, je ne suis pas arrivé, le livre, il ne faut surtout pas qu'ils le lisent. Non, au contraire, la première fois qu'on a fait une séance de dédicace, c'était à Bondy-Nord. Et c'était pour les jeunes. Vous voyez, voilà. Donc, on est très très à l'aise sur notre vie de foi, sur nos racines. Et je crois que c'est parce qu'on est très à l'aise aussi que c'est très bien accueilli, quoi. Oui. Bah justement, alors vous, Albéric de Serran, j'aimerais avoir un peu votre expérience aussi par rapport à ce point-là. Donc, vous l'avez dit, les écoles et expériences banlieue sont interconfessionnelles. Donc au départ, est-ce que c'était une condition peut-être d'acceptation de votre présence par les populations locales ou pas voilà. Et le fait d'être inconfessionnel, est-ce que ça vous pose une difficulté? Parce que ça m'étonne, parce que tout à l'heure vous avez dit les écoles hors contrat. Finalement, Espérance banlieue a fait rentrer le hors contrat dans les cités. Or, on sait très bien que le hors contrat, et c'est d'ailleurs peut-être même pour ça presque que les gouvernements successifs s'en préoccupent de plus en plus, c'est que le hors contrat est beaucoup plus aussi exploité par des écoles musulmanes. Et donc, je crois que dans les quartiers, ils connaissent quand même assez bien le hors contrat. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi le fait de ne pas vous afficher de façon volontaire comme chrétien?
C'est une révolution dans le hors-contrat, tant dans l'histoire du hors-contrat, effectivement, chrétien et catholique, mais aussi face à un développement du hors-contrat confessionnel qui, finalement, est musulman. Nous avons mis à peu près 5 mois au départ de l'histoire du cours Alexandre Dumas et Éric Mestralet nous laissait vraiment réfléchir sur le terrain. Et nous avons vraiment réfléchi pour nous dire est-ce que ça sera confessionnel, aconfessionnel, laïque. Et il nous fallait être un carrefour, un lieu de carrefour dans la complexité de la situation et de l'état de la France d'aujourd'hui. Une laïcité parfois avec deux mouvances, et puis des musulmans plus ou moins engagés, plus ou moins pratiquants, mais fermement musulmans. Bon. Et puis des chrétiens. Alors, la décision a été prise de ne pas être laïque. La décision a été prise de ne pas être confessionnelle, mais d'être aconfessionnelle. C'est-à-dire que parler de Dieu n'est pas tabou dans les écoles Espérance banlieue, à toutes les occasions. Et en cours, par contre, nous rentrons dans ce que l'on appelle les connaissances du socle commun, à savoir sur le plan de la dimension culturelle et religieuse, nous abordons les différentes questions. Bon. Un imam, un prêtre ne seront pas invités dans une école Espérance banlieue pour présenter leur religion. Ou alors si ça se fait, ça se fera avec un vrai travail en amont de façon à ce que ça ne soit pas perçu comme une évangélisation ou pour les autres religions, une propagande, je ne sais quoi. Donc ça a été très complexe pour nous, ça a été très complexe. Et la décision que nous avons prise ne s'est pas appuyée sur le fait d'être compris et accueillis par les musulmans, parce que nous avons une grande partie des professeurs et des directeurs d'Espérance banlieue sont catholiques. Voilà, sont catholiques. On a 2-3 protestants et d'autres qui ne sont pas croyants. Et notre expérience de croyants et de pratiquants rassure et stabilise l'attitude bienveillante des musulmans dans les écoles. Donc ce n'est pas par rapport aux musulmans qu'il fallait qu'on se situe, c'était par rapport à notre état laïque et comment on devait laisser percevoir cet outil comme un outil pertinent dans la mouvance du développement des hors-contrats, notamment confessionnels et musulmans. Et c'est pour cela que l'on a ciblé la confessionnelle pour finalement dire nous ne pouvons pas mettre une partie de l'enfant, son intériorité et sa vie spirituelle au portail, il viendra dans la totalité de sa personne parce que nous servons la personne humaine. Et nous allons éveiller cette personne humaine dans sa différence et dans sa complémentarité. Est-ce que nous sommes porte-parole ou maintenant enseignants dans une nouvelle mayonnaise New Age du 21e siècle qui accepte tout le monde et qui se dit oui, bon, bah, si tu ne reconnais pas Jésus comme fils de Dieu, je t'aime quand même. C'est pas du tout. Il y a des magnifiques débats qui ont eu lieu dans le primaire, au cours Alexandre Dumas, et je me souviens de cette très belle anecdote que je vous partage, où j'ai un élève qui me dit quelle est la spécificité du courage chez le chrétien, monsieur de Serran. Là, j'étais quand même impressionné par cette question. Et je savais qu'on avait eu plusieurs séries d'attentats au préalable. Et chez l'enfant, il se disait, est-ce que c'est un acte de courage de se faire exploser la tronche devant d'autres? J'ai dit l'acte de courage d'un catholique. Je dis bien un catholique. Et parce que je suis catholique, j'embrasse les chrétiens. Parce que je suis aussi chrétien, mais je suis d'abord catholique. C'est ma foi, c'est mon attachement au pape. Donc ma foi de catholique vous répond de la manière suivante. Notre courage se trouve dans le don de notre vie pour l'autre. C'est-à-dire que nous offrons notre vie pour sauver l'autre. Et l'enfant me regarde, il me dit, alors prendre la vie des autres, c'est pas courageux. J'ai dit, ben, vous allez réfléchir avec vos parents et voir si prendre la vie de l'autre, c'est courageux ou pas.
Et si finalement c'est si bon que ça. Quand je me suis retrouvé dans un débat comme ça aussi fort, j'ai eu les parents qui m'ont téléphoné le soir et qui m'ont dit merci d'avoir répondu ce que vous avez répondu. On a pu discuter ensemble avec nos enfants. Je leur ai pas dit, alors vous devenez catholique. Cela, il y a un moment donné où ça ne nous appartient pas. Nous sommes là pour déjà créer, comme Madeleine Delbrel le disait, nous créons une dynamique spécifique. Le bon Dieu aurait voulu que je fasse de l'évangélisation directe, je serais ordonné prêtre aujourd'hui. Si le bon Dieu a voulu que je sois laïque, c'est parce que dans un cadre professionnel spécifique et compliqué, je devais être l'exemple et le témoignage de ma foi catholique, au service de l'État et de la laïcité, pour montrer que la laïcité a la garantie de notre expérience de catholique de vivre déjà dans la complexité de la laïcité depuis 100 ans. Et nous sommes les alliés de cette laïcité apaisée. Nous aiderons la laïcité apaisée à accueillir les musulmans si on écoute notre expérience personnelle de catholique depuis 100 ans. On en a ramassé plein la gueule, on a prouvé que nous avions un certain attachement dans la communion de la laïcité, dans les tranchées, avec les curés qui étaient au rendez-vous. Et ça, la République s'en souvient. Donc vous voyez, nous sommes sur un terrain très complexe. Et il ne faut surtout pas abîmer tout le potentiel par des faux débats. Ce que je suis en train de vous pondre, ce n'est pas une construction politique et philosophique. C'est l'expérience du terrain et des personnes humaines que j'ai rencontrées. Je ne peux avoir que cette position-là pour l'instant. Et je crois que, quelque part, et c'est logique, la laïcité a encore certains fondements qui peuvent aider les musulmans à trouver leur place et même réfléchir sur la culture et l'héritage qu'ils reçoivent, judéo-chrétiens, parce que des catholiques sont encore en France. L'humilité de l'affirmation de notre identité, de la personne morale, de l'association, de la fondation, le fait d'être arrivé, comme par hasard, autour de ces années, ces intuitions communes, avec une certaine humilité dans cette affirmation, permet effectivement de créer des ponts, de créer des tunnels et de se rejoindre pour affirmer nos identités physiques, c'est-à-dire pour pouvoir enfin se rencontrer. Si on avait un orgueil très fort en disant « Attention, c'est extrêmement catholique ce qu'on va faire », et on arrive avec notre assos ou notre école de façon très très affirmée, et bien probablement qu'on n'arriverait pas à se rencontrer. Le fait d'arriver peut-être plus humblement sur cet aspect-là a permis, et aujourd'hui c'est une preuve, 18 ans c'est quand même beaucoup, eh bien de profondément se rencontrer et d'être des témoins, et de profondément dialoguer. Et effectivement, de pouvoir donner ce trésor dont tu parles. On a un moment très fort qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans au cours Alexandre Dumas. C'était, si vous vous souvenez, des étudiants en Afrique qui avaient été massacrés par des étudiants chrétiens qui avaient été massacrés par des djihadistes dans une faculté ou je ne sais pas quoi. Et nous avons fait une minute de silence. Nous avons organisé une minute de silence dans tout l'établissement, avec le rassemblement et tout, avec le drapeau qui se baisse et tout, parce que nous avions appris que des musulmans étudiants, pour protéger leurs amis chrétiens, s'étaient sacrifiés. Et c'était offert comme des boucliers, parce qu'ils trouvaient que c'était épouvantable de tuer parce qu'ils étaient chrétiens. Alors. Et là, j'ai dit, vous voyez, il faut que l'on se souvienne de ce sacrifice humain. Alors, où le péché abonde, et je leur ai dit, où le péché abonde, la grâce surabonde. Avoir la liberté de parler à quelqu'un qui est profondément laïque et païen, et avoir la liberté de parler à quelqu'un qui est musulman de manière chrétienne. C'est ça qui touche. Christian, professeur, la première année, dit à Mohamed, qu'est-ce que vous pensez des chrétiens, Mohamed? Et Mohamed, alors moi je regarde Christian, en disant, attends, vous aimez les chrétiens? Il insiste lourdement. Là. Et à ce moment-là, Mohamed dit, non, c'est bon. Moi j'aime les chrétiens qui croient en Dieu. Et on n'a que des petites phrases comme ça. C'est-à-dire que j'ai même un père qui m'a dit votre école respecte les musulmans, mais il reste très vigilant à être vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Voilà. Et
toutes les autorités publiques qui sont venues dans notre établissement nous ont dit ce n'est pas un lieu de prosélytisme, mais c'est un lieu d'apaisement. Et vous avez réussi à le faire tout en nous donnant l'honneur d'être un confessionnel. Donc vous voyez, même la laïcité se sent profondément respectée, parce que c'est ce que je leur dis, écoutez, nous sommes là comme un palier intermédiaire pour aider des musulmans à vivre ce que nous vivons en tant que catholiques, c'est-à-dire nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et il faut leur apprendre à être dans le monde. Et ça, il y a du travail à faire, en effet. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire? Si on s'empêche nous-mêmes d'y aller. Voilà. Qui va le faire? Il faut donc qu'on les rejoigne à l'endroit où ils sont et que progressivement nous les formions. Moi, j'étais directeur de primaire et de collège, pas de lycée. Donc j'avais un travail en amont à mettre en place avec mon équipe, et cette équipe aujourd'hui continue avec un autre directeur, et dans le même esprit. Et c'est ça qui est très beau, et c'est rempli d'espérance, parce que c'est pour ça que le nom de Espérance Banlieue est très belle, est très beau, parce que c'est exactement ça, nous prenons des outils qui sont déclencheurs d'un éveil et d'une responsabilité. C'est le Christ qui convertit, c'est pas l'homme qui convertit l'homme, c'est le Christ, c'est Dieu qui convertit. De toute façon, c'est Dieu. Alors comment nous pouvons permettre à la fois Dieu d'agir, mais notre premier objectif, Espérance Banlieue, c'est former l'intelligence pour qu'elle ait cette liberté de se tourner et de réfléchir et de se poser. Mais le premier objectif n'est pas l'évangélisation. Le premier objectif est d'éveiller, de mettre debout une personne humaine qui, je vous le rappelle, est lymphatique, fatiguée d'être fatiguée. Voilà. Et donc il faut la réveiller dans tous ses sens, avec un infini respect et une grande prudence, parce que nous ne pouvons pas dire que l'Espérance Banlieue est un genre de sous-marin catholique qui essaie de convertir, guidé par des intégraux, je ne sais quoi. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Mais pas du tout. Ça encore, c'est une caricature. On est à l'extérieur du terrain. Dans le terrain, c'est pas ça du tout. Alors. Cyril et Albéric, on va conclure, puisqu'après je voudrais que la salle puisse vous poser quelques questions. Cyril, vous avez donc écrit vous avez d'ailleurs écrit tous les deux un livre, j'en ai pas plus parlé que cela, mais vous avez publié un livre en 2016, Bâtisseur d'espérance. Je dirais que, voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous dire, du haut de votre expérience, qu'est-ce qui, pour vous, a marché dans toute l'action que vous avez menée pendant ces 10 années au Rocher? Vous habitez d'ailleurs toujours dans une cité, alors qu'aujourd'hui vous n'avez plus une œuvre très concrète au service du bien commun, enfin voilà, dans le cadre du Rocher, vous en avez d'autres, je le crois. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'où vous tirez-vous cette énergie, cette foi à déplacer les montagnes? Voilà, ça c'est. Il faut vraiment que vous arriviez à nous dire aussi, après nous avoir expliqué ce qui a bien fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que vous pouvez motiver des jeunes à s'engager dans ce type d'association, comment vous pouvez motiver des moins jeunes à également s'engager, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y avait des retraités qui le faisaient, comment vous pouvez aussi nous motiver pour vous aider financièrement. Voilà. On a besoin un peu voilà, en conclusion, ça fait beaucoup de questions, mais je dois reconnaître que le temps passant, je suis obligé un peu d'accumuler mes dernières questions. Déjà, on n'habite plus en famille, en cité, en HLM, hein, donc on est 11, donc là on a été interdit si vous voulez. Hein. C'était nous les voyous, on faisait trop de bruit. Hein. Voilà, donc on habite les quartiers nord, toujours volontairement, hein, dans une maison à côté des quartiers. Alors pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a marché? Je crois que la plus grande joie pour un missionnaire ou un éducateur, c'est de se dire, après 18 années, de voir un jeune enfant devenu adulte, être père de famille ou mère de famille, et puis avoir son travail. Je veux dire, c'est génial. Et ça, on en a une majorité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui tous ces jeunes qu'on a connus il y a 18 ans, qui aujourd'hui, effectivement, peuvent être banquiers ou artisans maçons. Mais si vous voulez, qui ont le désir, qui ont eu le désir et qui ont réussi à avoir une vie de famille et une place dans la société. Ça, pour moi, c'est la plus grande réussite. Et on a la chance, effectivement, avec la durée, de pouvoir voir cette réussite. Après, les échecs, je dirais c'est un peu la même chose. C'est sûr que c'est toujours très triste de voir un jeune
sur lequel on a beaucoup investi, dans lequel on a mis beaucoup d'espérance, qui finalement s'en est pas sorti, et aujourd'hui délinquant, ou toujours dans la rue, la nuit essentiellement, à boire, etc., je dirais à plus de 25 ans. Donc ça, c'est vraiment un échec. Et en même temps, ce que je voudrais vous dire, et c'est toujours ce qu'on a dit à nos équipes, ben, c'est pas un échec tant que ça. Pourquoi ? Parce que vous savez, parfois l'espérance saute une génération. C'est-à-dire que je pense à un jeune comme ça, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, que j'accompagne toujours. Régulièrement, je prends de ses nouvelles. Alors c'est un adulte, il a presque 30 ans, donc si vous voulez, c'est difficile de dire que je l'accompagne comme un éducateur aujourd'hui. Mais effectivement, ben, ça ne s'est pas bien passé. Donc il galère toujours. Et par contre, ce dont je suis persuadé, c'est que ce jeune, il a la connaissance. Il sait. Il sait parce qu'il nous a rencontrés, tous les membres de l'association, que ce soit des bénévoles, des simples bénévoles, des permanents, voilà. Il a rencontré des adultes qui un jour lui ont donné des repères. Simplement, il n'a pas eu la force. Comme nous, on a tous des péchés, mais il n'a pas eu la force de s'en sortir de la drogue, de s'en sortir de l'espérance qu'il avait mis et de l'espoir qu'il avait mis dans le fric facile. Il n'a pas eu la force de dépasser cette fainéantise. Il le sait, il n'a pas réussi. Mais pourtant, il sait quand même aujourd'hui ce qui est bien. Et je suis persuadé que pour ses enfants, il sera un bon père. Lui, il n'y est pas arrivé, mais il aura la force de donner des repères à ses enfants. Vous voyez ? Et des fois, effectivement, même quand on voit un échec, ça nous paraît comme ça être un échec dans l'immédiat, il faut quand même avoir un regard d'espérance parce que probablement que voilà, la grâce, la réussite, puisqu'on parle d'échec et de réussite, elle peut parfois sauter une génération. Ça, c'est notre espérance aussi. Après, tu me disais, alors, voilà, est-ce que vous voulez vous engager ? Voilà, comment nous envoyer en mission, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous... Alors, c'est quand même très simple. Je veux dire, c'est vrai que moi, je pense que dans la vie, il faut aller au-delà, mais je sais que vous le partagez, au-delà des discours, au-delà des plaintes sociétales. Alors, il y a plein de thèmes pour lesquels on peut se plaindre, que ce soit sur les réseaux sociaux, voilà, on voit des plaintes permanentes. Moi, des fois, j'hallucine de ce que je vois sur les réseaux sociaux, des propos hyper radicaux, hyper racistes, hyper haineux. Et j'ai juste envie de dire, engage-toi. Votre titre, c'est Génération engagée, mais justement, engage-toi et va à la rencontre. Parce que finalement, quand on va à la rencontre de l'autre, on se rend compte que finalement, non, c'était pas si compliqué que ça. On se rend compte que on est bien accueilli. Oui, il y a du racisme, mais en même temps, on est quand même bien accueilli par la majorité. On se rend compte qu'ensemble, on va pouvoir bâtir quelque chose. On se rend compte qu'on va avoir des amitiés. Voilà. Et donc, j'ai juste envie de vous dire vraiment, suite à cette conférence, si vous pouvez, si vous le souhaitez, dans une des associations ou dans d'autres, ou même peut-être vous serez appelé à en créer, mais surtout, allez vers le concret. Allez vers le concret, engagez-vous concrètement, soit par un petit bénévolat, mais vous savez, le petit bénévole dans nos associations, mais c'est un trésor, parce que c'est le bénévole, justement, qui amène cet extérieur, qui casse la cité. Ce qui casse la cité, c'est les gens qui ne sont pas des cités. Parce qu'on arrive dans la cité avec, son histoire, ce qu'on vit ailleurs, et là, les jeunes ou les familles des cités sont quand même très touchés par cet effort. Et c'est là qu'on crée des rencontres, et à partir de ces rencontres-là, qu'on peut construire concrètement la civilisation de l'amour. Et puis peut-être parmi vous, certaines personnes diront, moi je vais donner 1 an de ma vie. Voilà. Je vais être un peu concret, je vais donner 1 an de ma vie, et je vais partir pendant 1 année dans une œuvre d'église, au Rocher, ou la Fondation Espérance Banlieue. Et puis d'autres donneront plus, parce que peut-être ils sont retraités, qu'ils ont envie de donner un sens à leur retraite, etc. D'autres s'engageront parce que ça correspond à leurs études, pourquoi pas éducateurs, etc. Voilà. Donc voilà, moi mon idée c'est, si vous sentez cet appel à être concret, eh bien allez-y. Il faut franchir cette frontière et vraiment vous ne le regretterez pas, parce que vous vivrez de très beaux moments d'amour et d'amitié. Merci Cyril. Angélique, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du haut de ces 7 années d'expérience en tant que... 5 années au Cours Alexandre. Pardon, 5 années au sein du Cours Alexandre Dumas. Voilà, vous aussi, qu'est-ce qui pour vous a marché, qu'est-ce qui malheureusement a échoué, et surtout, voilà,
comment vous pouvez aussi, qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans pour aujourd'hui le mener sur des choix concrets d'engagement, et même à des jeunes qui n'ont pas 20 ans et qui ont beaucoup plus que 20 ans, parce que je crois qu'on a besoin de tout le monde, et vous êtes une des preuves que en ayant pris des risques, en s'étant confronté à des populations qu'on ne connaît effectivement pas, on peut arriver à faire un travail très, très intéressant. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez comment vous pouvez conclure votre belle intervention de ce soir? Trois petits points sur la réussite. Première chose, Romain qui a fait un reportage sur France 2, donc qui est resté une année avec sa caméra et tout avec nous, était très frappé par le fait que on était quand même effectivement d'un milieu un petit peu baissé-beige, et que l'on allait à la rencontre de ces quartiers. Et il trouvait ça très beau qu'il y ait une telle amitié, une telle force éducative qui se mettait en place, et qu'il n'y avait pas de personnes qui se sentaient supérieures aux autres dans cette situation. C'était une vraie rencontre. Je pense que c'est très constructif d'être dans la réalité et la vérité de nos quartiers de banlieue. Et ça, c'est une réussite parce que nous avons un grand nombre de gens qui, en arrivant, se font une drôle d'idée, et qui, en enseignant, en éduquant à travers Espérance Banlieue, découvrent quelque chose qu'ils ne pouvaient pas soupçonner, une grande richesse et une source de vie et de discernement très très fort. Le deuxième point positif, c'est au bout de 2 ans, il y a eu un colloque à l'Assemblée nationale, rien que ça, de la Fondation Espérance Banlieue. Et moi, j'avais l'impression d'être 25 ans après la création d'une œuvre. C'est-à-dire que j'étais, comme vous, dans le public. Il y avait toute une brochette de personnes qui avaient la niaque sur Espérance Banlieue, qui défendaient Espérance Banlieue, qui la présentaient. On reconnaissait nos propres discours, etc. Et j'avais l'impression d'être déjà le vieux fondateur du cours Alexandre Dumas. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. C'était incroyable. L'œuvre ne nous appartenait déjà plus, on continuait à la servir, et il y avait un développement qui n'était pas une explosion trop rapide ou un feu de paille. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose vraiment de très fort et une belle sécurité. Et quand j'ai quitté en septembre, c'était avec un pincement de cœur, parce que j'étais attaché au cours Alexandre Dumas. Je savais que c'était important de quitter le cours Alexandre Dumas pour permettre à cette école de ne pas être l'école d'Albéric, mais vraiment le cours Alexandre Dumas et de la Fondation Espérance Banlieue. Et c'est la réalité. C'est quelque chose de très très fort et de très beau de voir 12 écoles, de constater que cette œuvre nous a complètement dépassés, et que nous sommes aujourd'hui au service humblement de cela, et que nous disons honorés d'avoir servi cet établissement et cette fondation. Enfin, toujours dans les réussites, je vais vous parler d'Alexandre, qui est un garçon dont j'ai parlé d'ailleurs sur mon livre, et qui est arrivé avec un niveau à peine de CM1 alors qu'il était en 4e. Déscolarisé pendant 2 ans, il arrive et devant Nils Villemin, son professeur de français à l'époque, il lui envoie son livre parce qu'il ne veut pas lire. Et nous avons pris l'initiative de prendre une petite jeune fille de CP qui pouvait très bien sauter sa classe et arriver en CE2 si seulement elle était capable de résumer et de comprendre ce qu'elle lisait. Alors on a mis les 2 élèves ensemble, chaque soir, dans une pièce, seuls. Le grand lisait avec difficulté à la petite fille, fermait au bout de 2 pages le livre, et la petite fille devait résumer ce qu'elle avait entendu. Et donc la petite fille qui avait un certain culot reprenait à chaque fois la mauvaise lecture de l'aîné, et l'aîné l'attendait bien entendu au virage pour lui dire non, là tu t'es trompé, oui mais c'est parce que tu as mal lu, enfin voilà, donc il y avait quelques petites disputes, et au bout de 3 mois, il y a eu quelque chose de très émouvant. Nils arrive dans sa classe, dit qui veut lire? Et Alexandre lève la main, il dit je veux bien lire. Voilà. Il n'a pas réussi son brevet d'écolage, il a eu 9 sur 20, mais il est resté 1 an et demi, enfin 2 ans au cours Alexandre Dumas,
Et en 2 ans, il est passé du niveau CM1 au niveau presque moitié de 3e. Il a pu être accompagné, il avait un rêve fou, c'est s'occuper de bateaux et de matériel de bateau. Il est parti à Landerneau, en lycée professionnel, et l'année dernière, il a passé son bac professionnel, et il a tellement découvert qu'il en était capable, puisqu'il a eu une très belle moyenne, qu'il est rentré dans la gendarmerie en formation. Bon, voilà, ça y est, ça va commencer à pleurer, mais... ça, c'est magnifique, parce que vous voyez, Alexandre n'est pas le seul. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, Alexandre, il est sur mon Facebook, c'est devenu mon ami, et je le reçois vraiment, Alexandre, comme j'ai reçu Benoît et Nicolas, mes anciens élèves, avec vraiment beaucoup d'amitié. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est issu de banlieue, qui a une autre histoire, qui a une autre culture, etc. Et c'est maintenant, aujourd'hui, un garçon qui a conseillé mon fils cadet pour son orientation l'année prochaine. Et il a une influence sur mon fils pour que mon fils se mette enfin au travail et il démarre. Parce qu'il a des gènes, vous voyez. Voilà. L'échec, c'est la souffrance des profs. Les profs à Espérance banlieue peuvent se trouver en souffrance parce qu'on leur demande énormément. Et ils sont trop jeunes et pas encore assez expérimentés. Face à cet échec constaté, ce qui est magnifique, c'est que cette fondation est jeune, donc elle a une réactivité immédiate. Et depuis 2 ans, il y a un travail très sérieux dans la formation préalable pour les professeurs. Et je crois que c'est à partir de cet échec constaté au bout des 3 premières années, où on ne peut pas mettre à l'épreuve un être humain pour qu'enfin il ait de l'expérience, à ce point. Voyez, il faut d'abord le former, il va sur le terrain, et après il pourra. Sinon, on le massacre. Et moi, j'ai fait partie des bourreaux de certains de mes professeurs, et j'en suis profondément conscient, mais je n'en avais pas le choix. Aujourd'hui, ils sont formidables. Ils ont, heureusement, et c'était normal, dépassé le maître. Et ça, c'est ma joie, c'est ma grande fierté, parce que j'avais raison de croire en eux, mais je les ai fait souffrir. Et je crois que ça a été peut-être la chose la plus douloureuse dans mes 5 années, c'est de voir des jeunes adultes pleins de motivation fondre en larmes, criser, m'engueuler, parce qu'ils n'en pouvaient plus, tout simplement. Et on les a mis à bout. Et ça, c'était embêtant. Je vous en parle ouvertement aujourd'hui parce qu'il y a une très belle réactivité, une très belle formation. Et je termine en disant, vous avez un grand désir, c'est bien. Vous voulez venir au cours Alexandre, enfin à la Fondation Espérance banlieue, très bien, très bien. Mais soyez patient, formez-vous, soyez prudents, on vous confie des êtres humains. Soyez compétents. Vous devez former, structurer les esprits. Et s'ils sont mal formés, s'ils sont mal structurés, ils vont perdre leur liberté et leur raison. L'enjeu est très important. En même temps, ce qui est le plus magnifique, et c'est mon mot de conclusion, c'est ce proverbe chinois. Si vous voulez vivre pour 1 an, semez du blé. Si vous voulez vivre pour 10 ans, plantez un arbre fruitier. Mais si vous voulez vivre pour 1 siècle, instruisez les hommes. Voilà, merci beaucoup de vos témoignages ce soir. On vous propose 10 minutes de questions-réponses avec une règle sur la question, c'est qu'elle soit courte et précise. Et peut-être préciser avant, pour juste continuer ton propos Cyril, l'association du Rocher, qui est aussi basée au Muro, donc pas loin d'ici, ce samedi 10 mars, de 9h à 17h, ouvre ses portes à ceux qui veulent venir voir comment ça se passe, le quotidien de la Fondation du Rocher. On peut y aller seul, en famille, avec les enfants, il n'y a pas de risque. Voilà, donc on affichera l'adresse mail de la personne qui s'en occupe des RH du Rocher, mais ça peut être une bonne occasion de franchir le pas. Et je sais que certains ont voulu
franchir le pas, ils sont venus s'installer au Chênay. L'étape d'après, c'est peut-être les Mureaux. Est-ce qu'il y a une première question dans la salle? C'est toujours la première qui est difficile à poser. Oui. Avez-vous rencontré Jean-François Chemin? Oui. Oui, 2 fois. Vous pouvez peut-être nous préciser qui est Jean-François Chemin? Alors, Jean-François Chemin, si je m'abuse, il est prêtre aussi, non ou pas? Non, il n'est pas prêtre. Mais il est complètement plongé dans le monde de la banlieue et surtout dans l'éducation. Et voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de formation, ce sont des personnes comme ça d'exception et très pratiques, très structurées, qui nous donnent à travers des exemples très simples quelle est l'attitude qu'il faut avoir sur le plan à la fois éducatif, mais aussi dans le cadre de l'école, sur le plan de la transmission du savoir. Voilà. Comment éveiller la curiosité de l'enfant de façon à ce qu'il se structure et comment repérer si les fondements sont acquis. Quoi. Voilà. Et donc, oui, c'est une perle, c'est un trésor. C'est de l'or en barre, comme on dit. Il a notamment écrit un livre récemment qui s'appelle Kiffe la France. Ouais. Voilà, Enfin, plus que récemment, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, mais bon. c'est un très bon livre. C'est un très bon livre. Ouais, très bon livre. Oui. Une autre question? Ça veut dire que vous avez été parfaitement clair. Oui, en règle générale, quand on n'a pas de questions, c'est que vraiment votre intervention était à tous les Ou alors ils sont épuisés, réussie. très fatigués. Vous avez été soit parfaitement clair, effectivement, soit complètement saoulant. On ne sait pas encore. On verra sur les réseaux sociaux ce que ça dira. Bon, c'était parfait. Voilà. Comment là c'est pour par rapport à l'école, comment faites-vous pour gérer les écrans, la relation à leur téléphone portable avec les élèves, ou si vous leur donnez des conseils éducatifs ou aux parents vis-à-vis des écrans chez eux, parce que j'imagine qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup dans l'école, ou est-ce qu'il y a des professeurs qui travaillent avec le numérique en classe? 2 choses. La première, c'est que on s'est rendu compte qu'il fallait mettre un petit peu notre grain de sel sur l'utilisation des écrans à la maison. Dans le sens où, quand je parle de télé, justement, la télé n'est pas connectée à la chaîne française, mais à la chaîne du pays de la famille dont la famille est originaire. Et ça, c'est pas bon. Il ne faut pas que nous ayons des mini-consulats ou voilà, il faut que aussi on fasse du cassoulet. Alors il y en a une qui me dit je fais du cassoulet à l'âne. J'ai dit c'est bien. C'est le principal, c'est qu'il y ait sur le plan culinaire comme sur le plan des écrans, qu'on entende l'actualité française. Voilà. Donc ça, j'ai eu l'audace d'aborder cette question en tant que directeur. La 4e année, ça a râlé parmi les parents, et puis finalement les parents après l'ont entendu. Moi j'ai pas demandé si après ils le faisaient ou pas, mais ils l'ont entendu, ils l'ont compris. Je suis absolument opposé à ce qu'un professeur demande de mettre à l'entrée du cours ou de l'école le portable. Nous devons nous préparer et former nos jeunes à l'intelligence artificielle. Et donc il faut absolument que maintenant ce portable soit maîtrisé par l'être humain. Donc l'enfant a son portable éteint au fond du sac. Et il garde et conserve son portable. Il est allumé, il est confisqué. Il le récupérera le vendredi en 8, si c'est jeudi qu'il est confisqué. Voyez. Donc il y a la règle de base d'une école classique, mais il y a le soin de responsabiliser dans l'utilisation de ce portable. Maintenant, c'est complètement hallucinant de voir même en banlieue des jeunes avec des portables à partir de 8 ans, de 6, 7 ans, de 10 ans. Je suis désolé. Silicon Valley, ceux qui créent toutes ces technologies, leurs enfants n'ont pas le droit de toucher à un appareil avant 20 ans. Donc ils savent très bien ce que ça veut dire. Et chez les Serrans, c'est-à-dire chez moi, c'est au moment où ils sont au lycée qu'ils ont un portable. Avant, non.
vos enfants ou petits-enfants ont des portables actuellement et ont en dessous de 15 ans, c'est irresponsable. Il faut dire les choses. C'est comme ça qu'on se forme. Il faut savoir où est le mal et où est le bien. C'est irresponsable parce qu'un enfant de 13 ans ne peut pas comprendre la technologie. On lui met dans les mains tout. Internet, la télé, tout. Oui, mais il y a un forfait limité. Il y a un forfait. Et donc, voilà, l'utilisation du portable est effectivement une vraie réflexion. Oui. Et les professeurs en cours? Alors, je reste silencieux. Parce que si ma femme m'appelle au milieu du cours, le oui sacramentel domine. Mais c'est pas le portable. C'est le oui sacramentel, comprenez-vous? Maintenant, oui, effectivement, non, il ne faut pas utiliser le portable en tant que professeur. Non, mais Utiliser les supports numériques? Espérance banlieue, pas encore. Maintenant, moi, j'ai numérisé à la Fondation d'Auteuil toutes les classes, mais parce qu'il y a d'autres raisons. La numérisation va être essentielle dans la formation des jeunes. Mais nous pouvons parler de numérisation si l'enfant est capable d'écrire. Voilà. Chaque chose en son temps. Je ne crois pas, enfin là, bon, c'est une position de directeur, hein, mais je ne crois absolument pas en la qualité pédagogique d'une numérisation dès le primaire, comme l'anglais, la fumisterie. Voilà. Je veux bien qu'on apprenne le breton, parce que ça, c'est de la culture générale. Finalement, vous êtes quelqu'un de très ouvert. Excessivement. C'est pas une question, c'est juste un remerciement, monsieur. Quand vous dites que le Seigneur vous a dit que vous a emmené là où vous ne pouviez pas aller, oui, ça c'est très vrai. Vous n'avez rien compris, parce qu'en fait, il vous a révélé à vous-même, parce que vous êtes un pédagogue né, alors le fait que vous n'en rendiez pas compte, c'est quand même énorme. Vous étiez vraiment fait pour ce métier. Merci. Merci beaucoup. Voilà, pas d'autres... Monsieur. Je propose notre prochaine mission, c'est de former les enseignants de l'éducation nationale. Ah, je vous encense. Voilà. En même temps, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup d'espoir, et même de l'espérance. Après ces 5 dernières années un peu lourdes, parce que, et là c'est pas de la politique, mais c'est parce qu'il y a de l'intelligence pédagogique vraiment qui est en train de revenir, et c'est intéressant. Et elle est perçue, et c'est là où c'est très réjouissant, elle est perçue par tous les bords, quels qu'ils soient. Parce que tout le monde a fait l'expérience, quelle que soit l'idéologie, qui habitait les professeurs et le monde de l'éducation nationale, tout le monde a fait l'expérience du vide. C'est dans le film de Slevin, où on voit ce monsieur qui dit « Vous savez, les gens ne savent pas qu'ils ont de la chance tant qu'ils n'ont pas perdu la chance qu'ils avaient. » Et je crois que depuis à peu près une dizaine d'années, avec toutes les réformes incroyables qu'on a eues, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus du tout de chance dans l'éducation nationale. Et là, maintenant, il y a un beau réveil. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Ouais. Mais c'est la clé. Hein. C'est la clé. C'est la clé de l'avenir de notre pays. C'est comment nous allons former et structurer les enfants. Les éveiller. Les éveiller. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, puisque certainement nous ferons un jour aussi une grande soirée sur l'éducation en elle-même. Voilà, donc nous avons été très heureux de vous recevoir tous les deux. Vous nous avez chacun, avec votre foi, votre humour, votre clairvoyance, vous nous avez aussi poussé à bousculer nos certitudes. Il est vrai que voilà, je crois qu'on a besoin vraiment de témoins concret de cette vie qui est vécue dans ces lieux difficiles. Et j'étais vraiment très heureux de vous recevoir tous les deux ensemble ce soir. Mon petit regret, c'est que ce théâtre n'ait pas été plein à craquer. Il faut croire que nous n'avons pas réussi à convaincre tous ceux qui auraient pu venir, mais surtout n'hésitez pas à parler de nos conférences autour de vous, car nous sommes toujours très contents d'avoir des salles bondées à craquer, pleines à craquer, lorsque nous avons un Éric Zemmour, et lorsque nous avons des personnages d'une aussi grande qualité. C'est regrettable que nous n'ayons pas autant de monde qui viennent.
Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à parler de cette soirée. Nous sommes ravis, nous avons eu un énorme contenu. Vos témoignages ont été en plus à la fois touchants, émouvants, drôles, tous les deux. Enfin, vous avez des parcours très singuliers et superbes. Et je vous en remercie vraiment. Je suis ravi de cette soirée. Un grand merci et merci à vous tous d'être venus ce soir. Allez, vous pourrez, les deux invités ont écrit 2 ouvrages. Pour l'un, je veux faire battre le cœur de l'école, Albéric de Serran et Cyril Tisserand, bâtisseurs d'espérance, que vous pouvez acheter à la sortie et qui vous signeront avec grand plaisir. Voilà, merci à tous.